Et pour montrer que je voulais humilier les Français chez eux, en fait, j'avais derrière moi une poupée gonflable, habillée. On avait mis quand même des sous-vêtements pour pas qu'on dise ouais, elle était à poil. Non. Et on a fait la spéciale. Et juste avant l'arrivée, j'avais un complice de Groland qui m'a tendu cette bière de Groland. Toi, c'était combien ta moyenne sur le Tourist Trophy? Je pense que ouais, c'était aux alentours de 190 ou 192, je crois, km/h au tour, sachant que les premiers maintenant, ils sont à plus de 215 km/h de moyenne au tour sur 60 km. On arrive à 200-220 en ligne droite, le casque, mais j'y voyais plus parce qu'il est plus long tiré. Donc, chaque freinage, j'étais obligé de descendre mon casque comme ça et pour pouvoir faire mon freinage et voir quelque chose parce que les lignes droites, je voyais rien. Dans la boîte à gants avec le chevalier du Groland, c'est maintenant. Salut Serge. Salut Yann. Je suis ravi de te recevoir dans la boîte à gants. On est dans ton donjon là en fait. Ouais, donc c'est moi qui te reçois. Ouais, en fait. C'est clairement toi qui me reçois. Ouais. On est dans ton donjon parce que bon, de toute façon, on va retracer un peu toute cette histoire qui est incroyable. Tu sais qu'il y a une petite tradition dans ce podcast que tu connais plein de détails puisque tu sais que normalement c'est des micros orange et bleu et je sais que tu es très déçu. Ouais. Et je suis désolé. Vous voulez le bleu? Je suis vraiment désolé. C'est pour la petite histoire, c'est juste pour des questions d'hygiène en fait. Hein. Voilà, je vais encore les rechanger. C'est super, c'est top. Tu sais qu'il y a une petite tradition, c'est tout simplement te présenter en 2 mots. Puisqu'il y a des gens malheureusement qui n'ont pas l'image, tu sais, c'est aussi une version audio. Je pense qu'il y a beaucoup d'indices, mais est-ce que tu peux te présenter? Alors pour les aveugles, je m'appelle Serge Nuc et je suis chevalier du Groland. Banzai. Et t'es avant tout un passionné de moto. Ouais. Comment c'est arrivé un peu cette passion de la moto comment c'est né? Par du bruit et des images. C'est-à-dire que quand j'étais gamin, j'avais des vélos et je me baladais dans la pampa et j'ai vu des mecs rouler en moto. Waouh, là c'est la révélation. J'ai vu un mec traverser une rivière en fait. Et en fait, je me rappelle, j'étais sur un pont, j'ai vu le gars avec une DTMX traverser la rivière. C'est la première fois que je voyais ça. C'était une vraie moto tout-terrain. C'était dans les années 85, quelque chose comme ça. Parce que la DTMX a dû sortir en 78. Donc ça date un peu tout ça. Et voilà, je me rappelle que voilà, j'ai vu passer cette moto qui m'a permis au gars de traverser la rivière. Je me rappelle être descendu du pont et regarder les traces, les empreintes des crampons qui après finissaient dans l'eau, disparaissaient et de l'autre côté de la berge. Voilà, ça c'est mes premières images de moto. Ça m'a donné un archéologue de la moto quoi. T'allais chercher les traces. C'était pas du Michelin à l'époque, c'était du Baroum, des vieux pneus. Parce que t'es né dans les années 70, 71 je crois. Exact. Donc ouais, t'as 7 ans quand t'as ce choc visuel. Et à partir de ce moment-là, ton père est dans la moto, t'as de la famille dans la moto ou pas Non, du tout? Pas du tout, pas du tout. C'était vraiment justement complètement différent de ce que j'avais chez moi parce que bon, on n'était pas dans ce secteur-là et c'est un truc qui m'a attiré. Voilà, pourquoi je sais pas. Donc tu grandis dans le Pays Basque. On est aujourd'hui dans le Pays Basque à la frontière du Béarn. Donc t'as quasi vécu toute ta vie. Non, moi je suis au Pays Basque, toi t'es au Béarn. Je suis vraiment en plus frontalier. T'es vraiment sur la ligne, ouais. C'est vraiment ça. Voilà, moi je suis là, je suis où il faut. Comment t'es là où il faut. Ouais. Moi, je suis vraiment dans la mauvaise partie. On fait une petite dédicace d'ailleurs à ta femme qui est béarnaise. Comment tu fais cette transition du rêve pour la moto à vraiment toucher la moto? Parce qu'au final, à ce moment-là, c'est une passion, mais une passion que t'as même pas vécue en fait. Non, pas encore. Donc du coup, je vais la vivre un peu par procuration parce que à cette époque-là, moi, c'est le BMX qui m'intéresse quand même. Donc je fais du BMX, j'apprends à sauter. Très vite après, j'arrive à 14 ans où j'ai la mobilette. Et là, la mobilette, pareil, c'est un moteur, ça me permet d'apprendre à sauter aussi. Et en fait, il s'est construit un terrain de crosse à côté de chez nous, dans un champ. Ils avaient fait 3 bosses pour les fêtes d'un village. Ils ont commencé à faire une démonstration de moto. J'ai été voir ça. Le lendemain, il y avait encore les bosses. On a commencé à sauter, à faire des sauts. Les bosses sont restés une semaine. On a sauté pendant une semaine. Ils ont détruit les bosses et on a attendu 1 an après quelque part qu'il y a encore cette course là et en apprenant à sauter comme ça, il y avait un terrain de cross qui s'est créé un peu pirate. Donc il y a des gars qui m'ont vu rouler et il y en a un qui m'a proposé d'essayer sa moto. Donc forcément c'était une révélation, une vraie moto avec des vraies suspensions, un vrai moteur qui marche et ça c'est tout est parti de là puisqu'après il y a des gens qui m'ont fait confiance pour faire des courses avec eux alors que j'avais même pas de moto en fait. Donc en fait ce que t'es en train de m'expliquer c'est que t'avais des mobilettes donc a priori tu savais pas passer les vitesses. Non. Le mec te file une de ses motos. Tu n'as jamais conduit une moto de ta vie et t'es meilleur que lui en fait. Ouais, pas de suite quand même, sinon ce serait dur pour eux, mais c'était quand même dur au final. Ouais. Donc je me suis dit, ils m'ont expliqué comment il fallait faire et c'est vrai que j'ai vite compris et j'ai vite pris le pli, ouais. Donc très vite t'étais meilleur qu'eux et les mecs se disent ok il y a un truc quoi. Bah ouais, et du coup ça les intéressait parce qu'ils faisaient des courses d'endurance à l'époque et je pouvais être un bon coéquipier quoi, puisqu'ils avaient la moto, il fallait un deuxième pilote et bon je servais de deuxième pilote. Donc à ce moment-là j'avais une tenue, c'est-à-dire que je m'étais acheté une tenue, j'avais pas de quoi m'acheter une moto et j'allais faire des courses avec des gars qui me faisaient confiance à l'époque. Ouais. Et grâce à ça, on était champion d'Aquitaine en régional. Ça c'était avec Michel Serre et Franck Lehmann à l'époque. C'était 2 gars qui m'ont bien aidé quand j'ai commencé et après il y a eu la rencontre avec la famille Castera qui était le concessionnaire
concessionnaire local et aussi qui poussait pour que les jeunes roulent dans la moto. Donc forcément, ils m'ont aidé et c'est parti de là. Et comment ça s'est fait cette rencontre avec cette famille? Parce que cette famille a une importance capitale dans ta vie et toujours maintenant. Ouais. Comment ils t'ont adopté un petit peu en fait? Ouais, c'est l'école déjà. On partageait la même classe avec David Castera. Lui, le mercredi, il allait faire de la moto. Il m'a invité à faire de la moto. Donc à ce moment-là, j'ai commencé justement à faire mes armes aussi avec eux. Et c'est parti de là, ouais. Donc t'as rencontré sa sœur aussi? Ouais. Puisque c'est ta femme maintenant. Ouais, il fallait se placer. Hein. Son père était concessionnaire. Si je voulais avoir des pièces à bon marché, voilà. Non, c'était une belle rencontre et qui est encore magnifique puisqu'elle m'a toujours accompagné sur toutes mes aventures depuis. Ouais. Et donc, quand est-ce que t'as ta première moto? La transition vraiment de je me fais prêter des motos à t'as ta moto et tu peux vraiment rouler quand tu veux finalement, quoi. Quand j'ai commencé à travailler, c'est-à-dire en 91, donc j'avais une vingtaine d'années, j'ai eu un salaire et mon salaire partait en totalité dans un crédit qui était pour la moto. À l'époque, je pense que je gagnais 1200 francs et j'avais 1000 francs qui passaient au crédit de la moto. Et j'avais 200 francs pour me payer l'essence pendant un mois en fait. Et ça commençait vraiment comme ça. Je me suis acheté un 125 YZ grâce aux parents Castera et à la concession. Et du coup, voilà, je mettais 200 francs d'essence par mois et après j'arrêtais de rouler parce que parfois j'avais plus de quoi me payer mon essence et j'attendais le mois suivant pour pouvoir continuer à rouler. Mais ça a été très vite après parce que j'ai pu en faire souvent de la moto et dès que j'en ai fait souvent, j'ai vite progressé et 2 ans après, j'étais un champion de France d'enduro. Ouais. Parce que à ce moment-là, donc tu fais des études classiques, t'arrêtes à quel moment? Tu fais un peu de mécanique moto? Ouais, j'ai fait de la mécanique moto, j'ai eu un CAP de mécanique moto, après je suis parti en bac professionnel, c'était de la mécanique générale, ça m'a pas forcément botté de travailler avec des tours et des fraiseuses, c'était pas mon élément, moi ce qui m'intéressait c'est les trucs à 2 roues ou avec un moteur mais pas de la mécanique générale, donc j'ai arrêté, on va dire, cette partie études pour me consacrer à la vie professionnelle et de gagner ma vie et pouvoir m'acheter une moto, c'était ça mon kiff en fait, donc je voulais surtout arrêter l'école pour avoir l'argent et les moyens de m'acheter ma bécane. Tu voulais faire de la moto H24 en fait. Exactement. C'était vraiment H24, 12 parce que justement j'avais pas les moyens d'en faire H24 mais c'était ça. Et donc à partir du moment où tu as cette première moto et que tu veux vraiment être sur une moto tout le temps, comment tu fais cette transition entre une vingtaine d'années, donc on est en 91 et je crois que tu commences à vraiment être pilote enduro à plein temps dans les années 93. Ouais. Qu'est-ce qui se passe dans ce delta-là? Là, j'ai fait du cross, j'ai fait de l'enduro, j'ai fait mes armes dans les courses locales, donc j'ai dû être champion d'Aquitaine en 92 aussi, je pense. Je me suis fait mes armes, on va dire côté national, régional, on va dire, et avant de partir, sur du championnat de France, où ma première année de championnat de France d'enduro en 93, je l'ai fait sur une 250 Yamaha, toujours avec Castera moto, et je dois faire vice-champion de France derrière Eric Bernard, qui était une référence, c'était un pilote qui venait du cross à l'époque, donc ça m'a lancé vraiment dans l'enduro et après l'année d'après j'ai enchaîné sur du championnat de France d'enduro en 125 et j'ai été champion de France 125 inter donc dès la deuxième année quelque part. Ouais, donc t'as commencé par t'es inconnu au bataillon et direct tu rentres un peu par la grande porte quand même parce que... Oui, parce que mon point fort c'est que quelque part David Castera lui avait commencé l'enduro à ce moment-là et il avait un an d'avance sur moi on va dire par son âge mais aussi par son expérience en championnat de France d'enduro et il m'a donné toutes les ficelles donc tout ce qui lui où il avait échoué parce qu'il était novice mais moi j'ai évité ces erreurs-là parce qu'il m'a permis de les éviter et du coup ça a vite progressé, ça m'a directement mis dans le grand bain on va dire. Et le côté poilade, le côté un peu fun, tu l'as déjà à ce moment-là? Ouais, parce qu'en 92, déjà, justement, quand je parlais d'un titre de champion de France, champion d'Aquitaine, d'endurance, c'était avec Franck Lehmann, un mec que je connais depuis tout le temps, et, qui adorait faire des conneries. Et en fait, la première course qu'on a fait avec lui, lui, il était vraiment à l'arrache. Moi, je suis à l'arrache, mais lui, il était à l'arrache. L'anecdote, c'est qu'on est parti faire la course, la moto n'était pas prête. Quand on parlait de rodage de moto, avant une compétition, nous, la moto, on l'a rodée pendant la course, parce que dans l'allée, c'est-à-dire que lui, il est venu me chercher chez moi, on est parti faire une course à 3 heures de chez moi et pendant 3 heures, moi j'étais derrière dans son camion en train de changer le piston, quoi. En fait, moi j'ai pas mis 3 heures parce que j'ai choisi le moment où ça roulait droit parce que dans les virages c'était pas facile de mettre les clips. Ça doit être à gerber de changer un piston. C'était à gerber, mais c'était ma première expérience. Le mec il me dit tiens on fait une saison ensemble et d'entrée on commence comme ça. Donc voilà, ça c'était rock'n'roll et le soir on gagne la course. Donc je dis écoute c'est pas parce que t'es à l'arrache que parce que moi j'étais minutieux, c'est-à-dire que mes motos je les préparais bien avant. Voilà c'est les choses où mon matériel parce que pardon j'avais pas de moto
à cette époque-là. Mes affaires, je les préparais bien avant, mais lui, c'était vraiment tout à l'arrache. Les numéros, on les faisait sur la grille de départ. On a gagné la course sans se prendre la tête. Ça m'a ouvert quelque chose. Ça m'a dit, putain, il n'y a pas besoin d'être sérieux finalement pour faire du résultat. Si dans ta tête, tu sais ce que tu veux à un certain moment, il y a tout qui peut marcher. Et en fait, ça s'est vérifié après qu'on n'a pas été tout le temps à l'arrache, mais on ne s'est pas pris la tête. On s'est amusé à rouler déguisé. Donc la course d'après, on était avec des tutus, on roulait en danseuse étoile. Voilà, on a fait plein de choses comme ça. Ou pour la finale du championnat, où là, on était leader du championnat, on savait qu'on allait gagner. On l'a fait en costard cravate pour faire les mecs nickel, quoi. Voilà. Ouais, donc ce côté déguisement est arrivé super tôt en fait. Ouais, super tôt, ouais. Super tôt, il a fallu le mettre de côté pour rentrer dans la case d'un pilote, on va dire, normal. Et puis voilà, je suis rentré dans un truc après où j'avais un côté déconne, mais moins ce déguisement parce que il y a des gens qui mettent des sous en toi, et donc t'es obligé de représenter, d'avoir une certaine image, quoi. Donc tu le disais, donc quand t'arrives dans le championnat d'enduro, tu fais vice-champion de France dès la première année, je crois. Ouais. Ensuite, tu gagnes. Ouais. Et là, il y a aussi la Gilles Allais classique. Ouais, qui arrive plus tard, ouais. Est-ce que tu peux expliquer un peu ce que c'est? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de jeunes de mon âge, voire plus jeunes, qui ne connaissent pas. C'est quoi les enjeux de cette course? Que c'est juste n'importe quoi. Ouais, pas n'importe quoi. C'est la première course extrême en fait. C'est une course physique à l'usure où le but de cette course c'était une course d'éliminer le plus grand nombre de pilotes quelque part. Donc on était 220 mecs au départ. Sur les 220 mecs, on en a éliminé 120, puisque l'après-midi, il n'y avait plus que 100 mecs qui partaient. Et là, dans l'après-midi, il fallait faire un parcours, voilà, qui était plus que corsé, avec une certaine heure d'arrivée. C'est-à-dire qu'il fallait arriver avant 22, non, même pas, c'était minuit au Corbeau Mort, une grande montée infernale. Et donc, dans ces courses-là, il y avait parfois entre 5 et 10 mecs à l'arrivée, sur les 220 du départ. Donc, c'était soit de la casse mécanique, soit de la casse physique, soit de la casse mentale aussi, parce que le mental aussi jouait beaucoup là-dessus, mais beaucoup le côté physique, quoi, en fait. Donc, en fait, on s'est spécialisé un petit peu là-dedans avec mon boss, David Castera, et on s'est trouvé là-dedans parce qu'en fait, c'était une course qui était réputée, qui avait pris une grosse notoriété. On en parlait à la télé, on en parlait même à TF1, donc c'était quand même un truc important pour les sponsors. Donc, du coup, on arrivait à trouver des aides et à se faire aider un petit peu plus parce qu'il y avait cette course qui devenait prestigieuse, quoi. Donc, c'était ta vitrine pour après aller chercher des sponsors. Exactement. Pour toute l'année, quoi. Exactement, ouais. Ça nous permettrait de nous mettre en valeur et si on marchait bien sur cette course-là, les sponsors, ils étaient contents le reste de l'année, quoi, on va dire. Voilà. Et vous avez fait quoi comme résultat avec David? Alors moi j'ai fait un podium et David il a carrément gagné la dernière. Elle a eu lieu en 2001, donc c'était la dernière édition et lui il a gagné. Voilà. Avec tous les honneurs qui se doivent. J'étais son suiveur parce que cette année-là, je travaillais un peu à ce moment-là justement aussi. Je travaillais dans le Racing Service avec Arnett à l'époque. C'était les masques de motocross et il me prenait pas mal de temps dans mon hiver pour faire des réunions, des choses comme ça. C'était des Italiens. J'avais saccagé mon entraînement et j'avais dit à David voilà, cette année je peux pas m'entraîner comme il faut pour essayer de bien figurer. Je t'aide par contre à t'entraîner toi. Je serai ton suiveur à la course. Par contre l'année d'après, on fait la même chose. Si tu gagnes, mais tu m'aideras à ce moment-là à gagner en faisant mon suiveur. Donc on a fait ça, sauf que la course s'est arrêtée juste après sa victoire, où le soir, ils gagnent et ils annoncent que c'est sûrement la dernière Gilles Allais parce que la course devenait trop importante, elle générait trop de parfois bénéfices dans la région, mais aussi beaucoup de problèmes parce que des gens revenaient sur les lieux de la course, abîmaient des propriétés qui étaient normalement à des privés et ça a généré des problèmes. Donc ils ont arrêté cette course-là. Donc on peut dire que David t'a eu dans le deal, quoi. Ouais, il m'a eu, mais bon, voilà, on a fait le job. C'est dommage pour moi, quoi, en fait. Voilà. C'est quoi un peu les anecdotes que t'as à propos de cette course? Parce que j'aimerais bien que, tu vois, je pense que c'est compliqué pour les auditeurs qui connaissent pas de visualiser la difficulté de ce truc-là. C'est-à-dire que les 220 qui partent, c'est déjà pas des peintres. Ouais, voilà. Mais il y en a plein qui craquent parce que juste c'est trop dur, quoi. Ouais, et après il y avait quand même aussi une course qui se fait aussi au placement, c'est-à-dire que si t'es pas bien placé en tête de course, quand tu vas arriver derrière, ça sera encore plus dur parce que les ornières vont se creuser et ce qui est praticable dans les premiers n'est plus praticable au bout de 20-30 motos, donc c'est pour ça aussi que ça s'élimine, donc il faut être toujours dans le bon timing. Ouais, c'est une course où voilà, tout peut se passer, la moto peut casser, le physique peut casser, le mental peut casser et même si on est super entraîné le jour de la course, on est en chier grave, quoi. Parce qu'il faut se dire que pour la course, on s'est entraîné pendant 3 mois pour un objectif, un jour, être prêt le jour J. Donc il y avait des pics avec des entraînements vraiment longs, où on faisait des sorties de vélo de 100, 150 bornes, où on travaillait le fond dans un premier temps, après on travaille du cardio avec des intervalles training, c'était vraiment quelque chose de copieux. Et parfois de la grosse déception, parce qu'après avoir bossé pendant 3 mois, tu cassais ton moteur le jour de la course, tout ce que tu avais fait c'était pour rien, il fallait remettre tout ça en jeu pour l'année d'après. Mais ça valait le coup parce que c'était vraiment voilà une étoile qu'on voyait dans le ciel et on voulait aller décrocher et David lui il a décroché. Ouais.
Toi, t'as eu des casses moteurs là-dessus? Ouais, j'ai eu des casses 4 fois, c'est ça? 5 fois? 5 fois, j'ai terminé 3 fois et cassé 2 fois, en fait. Mais jamais abandonné pour Non, le jamais mental. abandonné, voilà. J'ai jamais été sur le bord à voir passer les autres, à dire, ah, j'en peux plus et je peux plus y aller. Non, ça m'est pas arrivé. Parce que on avait compris que c'était difficile, qu'il fallait s'entraîner. On s'entraînait comme des malades. Donc, on était devenus des machines. Même si j'avais un petit gabarit, voilà, le cœur était là et il fallait avoir beaucoup de résistance, en fait, sur cette course-là. Ouais. Surtout que pour remettre dans le contexte, c'était aussi une époque où, en tant que motard, même pilote pro, vous étiez quand même beaucoup moins entraîné qu'ils peuvent l'être maintenant. Complètement. Il y avait moins de prépa physique. Et tout, et c'était le début de l'histoire des courses extrêmes. Donc maintenant, quand on parle de courses extrêmes, on parle de Roumagnac, de Esberg Rodeo, de courses qui sont prestigieuses, où les gens maintenant sont spécialisés là-dedans. Il y a un vrai championnat, c'est devenu 20 ans après beaucoup plus professionnel. Nous, on découvrait toutes, quelque part, les façons de s'entraîner, que ça soit aussi avec du trial. À ce moment-là, on a commencé aussi à travailler beaucoup plus le côté trial pour être plus à l'aise, on va dire, dans les parties de franchissement. Voilà, c'est des choses qui ont évolué maintenant, qui font que le niveau, maintenant, quand je vois ce qu'ils font, c'est monstrueux, tout simplement. En fait, on était des guignols à l'époque. On était bien entraînés. Certes, on avait un gros physique, mais techniquement, on était des quiches, quoi. En fait, on passait tout en force. Les cailloux, on les percutait, alors qu'eux, ils essaient de les gommer et de plus les sentir, quoi. En fait, ça a vraiment évolué. Ouais. Donc après cette période-là, tu fais quoi? Tu fais du cross-country, c'est ça? Ouais, j'ai eu une période de cross-country aussi, pareil. Alors ça, c'est David qui, lui, quand il a un peu raccroché justement après la Gilles Allais, c'était un peu sa dernière course, il s'est mis à organiser un championnat de France de cross-country, et c'était des épreuves calquées sur le système américain, où là, pareil, il a mis en place encore un championnat qui n'existait pas, et c'était des courses d'endurance où le côté physique encore était très important. Donc tenir 1 heure à fond, ça va. Tenir 2 heures, ça va. Tenir 3 heures, c'était vraiment difficile. Et c'était dans la 3e heure que beaucoup de choses se jouaient. Et ça me plaisait parce qu'il y avait encore un côté physique qui rentrait en jeu. Donc le cross-country, pour nos auditeurs, si tu décrirais ça comme de l'enduro, tu décrirais ça comment? Ouais, comme un grand motocross. Ouais. Voilà. Okay. Avec un terrain de cross très grand, en fait, qui peut partir dans les bois, durer en gros 10-15 minutes. Le terrain de cross, c'est normalement plus 2 minutes. Hein. Donc là, c'est quand même beaucoup plus grand, mais il y a des sauts, il y a des parties beaucoup plus étriquées, c'est varié. Et par contre, il y a beaucoup de pilotes, donc on est nombreux, il y a beaucoup de dépassements aussi, et ça fait partie de la course. Donc dépasser des gars entre les arbres, parfois ça devient vite chaud, quoi. Et c'est à ce moment-là que tu fais une course assez importante, je crois, où il y a même des Américains qui viennent, c'est ça? Pas forcément américain, il y avait Paul Edmondson qui était champion du monde d'enduro, qui lui, après son titre de champion du monde, est parti aux États-Unis et a gagné le championnat américain. Parce que c'était la référence, le championnat américain. Exactement, parce que c'est là-bas qu'il a été créé et tous les bons pilotes étaient là-bas. Mais lui avait réussi à les battre. Donc en fait, quand il est revenu de là-bas, il pensait gagner ici et je l'ai battu chez moi. Donc c'est clair que ça avait jeté pas des polémiques, mais bon voilà, pas forcément avec lui. C'était plus avec des pilotes de cross qui étaient venus. Il y avait des Demester, des Villemain, des Machiot. Il y avait quand même des bons pilotes de cross à l'époque parce qu'il y avait un gros price money et du coup c'était l'enfant du pays qui les avait battus. Ouais. Et ce qui te permettait de vivre après sur le reste de ta saison, en tout cas de mettre un petit peu de rond de côté. De côté, ouais, c'était les quelques courses qui payaient un petit peu, contrairement à un enduro où quelque part il y a rien à gagner et encore aujourd'hui on paye un engagement pour faire de la course mais il y a rien à l'échange, quoi. Parce qu'à ce moment-là, il faut quand même dire que tu roules pas du tout sur l'or. Hein. Non. C'est-à-dire que c'est plutôt la galère. Ouais, un petit peu, ouais. C'est toute la période d'enduro dans tous les cas. Après, c'est un sport qui coûte peut-être pas très cher par rapport à certaines disciplines, donc ça permet encore des trucs, mais souvent c'est un petit peu les culs marrons de la moto, les enduristes. Ouais. Tu en parlais tout à l'heure, tu commences à travailler pour une marque de lunettes, de masques. Ouais. Et comment ça se passe? Tu voyages beaucoup à ce moment-là? Ouais, pas encore. Au début, c'était juste du relationnel avec les pilotes. Je m'occupais du team motocross. Et c'est dans les années donc 2000-2002 qu'ils ont vraiment passé la 2 et ils ont voulu être un championnat du monde de motocross et ils m'ont fait suivre les pilotes pendant tous les grands prix. Donc à ce moment-là, on avait Frédéric Bollet qui était 2 fois champion du monde de motocross, qui représentait la marque. Et donc sur les courses, j'allais pour m'occuper de lui, pour m'occuper de ses lunettes, pour que tout soit prêt, que ce système de roll-off soit efficace lors des manches. Et c'était un petit suivi, un racing service, ce qu'on appelait. Ouais. C'est à ce moment-là que tu rencontres Dimitri Coste. Ouais. Avec qui je vais d'ailleurs faire un épisode. Ouais, je t'en parlais tout à l'heure. Il commence à courir à ce moment-là, c'est ça? Il est tout jeune, je pense. Même pas là, il est photographe déjà, Dimi. Ah, il est déjà photographe, ok. Ouais. Et en fait, on est chez Arnett et en fait, il y a une séance photo qui est organisée parce qu'il y avait un pilote emblématique qui vient d'être signé chez Arnett. S'il y avait Edgar Torronteras dans le freestyle, voilà. Mais il y avait surtout Valentino Rossi. Et donc, on a été ensemble sur une séance photo à Barcelone, en fait, où on devait faire une séance photo avec Rossi pour montrer qu'il portait les nouvelles lunettes Arnett et faire parler de la marque. Ah, la grande classe. Et à ce moment-là, donc tu sors un peu de la course. Ouais. Ça te manque un peu ou pas?
Oui, un petit peu, et non, parce qu'on avait vraiment chargé, c'est-à-dire que toutes ces périodes, on va dire Gilles Lallet et compagnie, on bossait beaucoup le physique, et je m'en suis presque écœuré, quoi. Les grosses sorties de vélo sous la pluie et tout, il fallait se les bouffer, et finalement, après, quand tu dis, waouh, finalement, c'était bien de rien faire, quoi. Tellement, je me suis presque écœuré du sport à ce moment-là, donc côté physique, j'avais un peu arrêté, et je roulais encore occasionnellement, parce que j'aime faire de la moto, avec tous les styles de moto, mais c'était toujours encore, ouais, en tout terrain et en enduro exclusivement, ouais. Parce que là, en fait, t'es plus dans la partie marketing, business, en fait. Donc, t'as une vie peut-être un peu plus cool. Tu gagnes mieux ta vie. Tu voyages aux frais de la boîte. Ouais, voilà, c'est plus ça, mais je gagne pas forcément mieux ma vie, mais. Mais en termes de niveau Oui, de vie, c'est peut-être plus bien simple. sûr, C'est bien peut-être plus sûr. simple. Ouais. Mais qu'est-ce qui fait que tu raccroches avec la pratique de la moto en compétition? Alors parce que justement en lisant un moto-journal, je lis que ils veulent relancer le Tour de France moto. Alors ça, qu'est-ce que c'est? C'est comme c'est pas la course de vélo. Je voulais plus faire de vélo à ce moment-là. Justement, je m'en étais écœuré. Mais en moto, ça me plaisait bien. Et je lis un petit peu le truc et apparemment, ils vont faire une course où ça va partir de Reims, ça va arriver à Toulon. Il y aura des épreuves de liaison comme un enduro avec des CH, des contrôles horaires et des épreuves spéciales. Bon, pourquoi pas essayer ce truc-là? J'ai une moto d'enduro, j'avais une 450 IAM, j'ai mis des roues de supermotard et je me suis engagé sans prétention à cette course-là avec mon beau-père, Castera Moto, qui lui avait fait dans les années 80 le mototour et s'était bien démerdé dedans. Donc, il me dit, tiens, je vais te montrer, je vais te faire partager toute mon expérience sur le mototour. On est parti plus ou moins ensemble là-bas, sans aucune prétention, sauf que dès qu'il y a eu des spéciales sur route, un petit peu étroites comme elles sont souvent en rallye, mais moi avec mon mono, j'ai commencé à gagner toutes les spéciales sur route, quoi, en fait. Donc, je gagne pas la course parce que c'était qu'en mono que j'avais. Il y avait quand même des épreuves sur circuit. On a roulé sur Le Mans. En face de moi, il y avait des gars comme Saron, Dominique Saron, qui roulait avec une R6. Voilà, c'est bien qu'avec une R6 contre une moto de supermotard au circuit du Mans, on était loin derrière. Donc, il avait bien pris de l'avance sur tout ce qui était circuit. Et après, par contre, sur la route, nous, on ramarait. Mais bon, voilà, je suis arrivé à Toulon. J'avais 20-30 secondes de retard. Et c'était pas jouable dans la dernière spéciale. Donc voilà comment ça s'est terminé. C'est que moi je ne suis pas pris la tête. J'avais envie de me déguiser pour la dernière spéciale au Montfaron. Je me suis déguisé en gorille en fait. Et je me suis pas pris la tête. J'ai roulé comme j'avais envie, sans pression, parce que tout le monde, tu peux gagner. Je dis non, il y a 20 secondes, je vais pas rattraper. Bon, j'en ai peut-être rattrapé 15, mais il m'en manque encore 5 et c'était foutu. Mais bon, quoi qu'il en soit, voilà, c'était une super expérience parce que ça retrouvait le milieu que j'aimais, c'est-à-dire l'enduro, où on se bat contre un chrono et voilà, et ça reste humble dans le sport, quoi. Donc, bonne ambiance. Et donc c'est à ce moment-là que tu remets le côté costume, le côté blague. Ouais. Et que le grand public le découvre un peu aussi. Aussi, oui, parce que ça fait quelque part une couverture sur Motojournal, ça fait parler de moi dans les médias avec un mec qui se prend pas la tête et qui roule habillé en singe, parce que c'était vraiment un costume complet, hein. Il y avait le casque, mais il y avait aussi toute la boule de poil, et ça a permis moi de me faire plaisir, de faire parler de moi, et de rebondir, puisque grâce à ça, je suis devenu chevalier du Groenland, quoi, en fait. Mais attends, mais comment les pilotes réagissent la première fois qu'ils te voient arriver en gorille? Il y en a certains qui ont pris un peu la mouche, ou tout le monde l'a bien pris? Là, tout le monde l'a bien pris parce que justement, c'était le mec qui jouait le podium. Le dernier jour, il s'est déguisé, il se prend pas la tête et il fait ça pour s'amuser, quoi. Ça, c'était la première année. Après, il y a toutes d'autres histoires avec le chevalier de Groenland qui, là, les provoquait parfois un peu trop et les a agacés. Mais c'était encore parce que c'était devenu un peu plus répétitif. Là, c'était vraiment juste sur la dernière épreuve que j'avais fait ça. C'est pour resituer un petit peu. Donc, à l'époque, quand cette course revient, c'est une course qui est encore un peu détente. C'est-à-dire que tu me disais que, en gros, le soir, c'était récup à base de bière et autres substances. Et c'était détente, quoi. Des réglisses. Des réglisses. Non, mais c'était détente. T'étais pas sur quelque chose de très professionnalisé. Non, parce que on est tous partis dans une aventure. On savait pas comment ça allait se passer. Même les organisateurs. D'ailleurs, c'était Marc Fontin à l'époque et Eric De Seine qui avaient repris l'idée de relancer le mototour. Eux partaient sans trop savoir. C'est-à-dire, parfois, les spéciales, c'était paillé le matin. C'est-à-dire qu'ils mettaient les protections juste avant qu'on rentre dedans. C'était un petit peu tout à l'arrache, mais on disait rien parce qu'on était trop tous contents de faire cette aventure-là. On savait pas qu'est-ce qui allait se passer le lendemain. On a eu des heures d'attente dans des spéciales parce que les chronos n'étaient pas là ou ça marchait pas bien. Mais pas grave, quoi. En fait, on savait qu'on marquait l'histoire d'une nouvelle ère, quoi. En fait, le mototour renaissait. On était tous contents de faire ce truc-là. Ouais. Tu en parlais tout à l'heure par rapport à Groenland. La transition entre donc cette nouvelle course que tu découvres et où t'excelles et directement le Groenland, c'est que je crois qu'on te présente. Ouais. Son surnom, Michael, mais qui n'est autre que Benoît Delpine. Exactement. Michael Kull qui est Benoît Delpine en fait. Michael Exactement. Kull dans Groenland et pour Benoît la petite histoire, en fait, moi j'ai mis 5 ans à comprendre que c'était pas deux personnes. J'étais un peu jeune et un peu bête, bref. Et donc on te présente
et en gros on te présente comme le bon pilote qui est un peu fanfaron, c'est ça? Oui, c'est ça. En fait, c'est la semaine après le mototour. Il y avait donc Frédéric Bollet qui roulait à Magny-Cours, un champion du monde de super sport à l'époque. Donc, comme c'est un pote que j'avais suivi en motocross, et je l'ai suivi aussi un peu dans la vitesse et je devais aller voir cette course-là. Donc, la semaine d'avant, donc, j'avais fait deuxième du mototour habillé en gorille et je reçois un coup de téléphone dans le paddock en me disant, tiens, Marc Fontan, donc l'organisateur du mototour, viens dans telle box, j'ai quelqu'un à te présenter. Donc, moi, je vais dans un box numéro 10, j'ouvre la porte et comme je suis basque, j'ai toujours des cagoules, des trucs qui traînent. Donc, je rentre dans le box cagoulé. Donc, tout le monde me regarde bizarre parce qu'un mec cagoulé rentre dans le box. Fontan, lui, comprend que c'est moi direct parce que voilà, il m'avait vu la semaine dernière, la semaine d'avant habillé en gorille et puis il me présente à Michael Cull, j'enlève ma cagoule, présentation avec Michael Cull et Marc Fontan me dit voilà, si vous cherchez un bon barge au Groland qui pourrait faire de la moto en vous représentant, mais c'est la bonne personne et il raconte qui je suis, qu'est-ce que j'ai fait, mon parcours un peu. Michael Cull me regarde et dit tiens, mais pourquoi pas créer un chevalier du Groland qui irait parcourir les routes de France pour aller humilier les Français chez eux, voilà. Ça part d'une idée comme ça, bon, très bien, on s'échange des numéros, je pars avec son numéro dans le portefeuille et c'est parti et en fait on a échangé un petit peu et un an après je me retrouve dans les bureaux de Canal avec une 1001 grand guidon, une moto prêtée par les deux roues affûtée de la mort. Furigan m'a fait des combinaisons sur mesure de chevalier avec des épaulettes, tout ce qu'il faut. J'ai un casque personnalisé tout peint pareil chevalier et là Groland ils prennent conscience du truc, ils appellent le président vient, ils me mettent un plumeau sur le casque, ils inaugurent ma moto, le président casse une bouteille sur ma moto et en avant va pro chevalier humilier ses Français chez eux et montre-leur qu'est-ce que c'est que le Groland quoi. Et voilà l'histoire, en fait ça part d'un délire mais en fait ils voient que ça devient une réalité parce que moi j'arrive avec des choses concrètes quelque part, un vrai personnage de chevalier, eux ils en mettent, ben voilà, ils enfoncent le clou en mettant le plumeau et d'ailleurs le plumeau a une vraie histoire parce que il était tellement gros, à la base, c'était vraiment un vrai plumeau de ménagère que quand on est arrivé à Carole, quand j'arrivais en bout de ligne droite, le circuit de Carole à Paris, là, on arrive à 220 en bout de ligne droite, le casque, mais j'y voyais plus parce que le plumeau tirait. Donc, chaque freinage, j'étais obligé de descendre mon casque comme ça et pour pouvoir faire mon freinage et voir quelque chose parce que les lignes droites, je voyais rien. Donc ça a été une chose qui fait que quelque part, j'ai eu une espèce de torticolis pendant 8 jours que dure la course à cause de cette histoire du plumeau. Mais ça, tu fermes ta gueule parce que c'est à cause du déguisement que tu l'as perdu. Mais à côté de ça, le déguisement, il faisait tellement poiler les gens que j'ai accepté d'avoir mal à la nuque, puisqu'en plus je m'appelle Nuque, donc tu vois, c'est quand même bien débile, quoi. Mais c'était fabuleux. Mais est-ce que tu dirais le fait que tu deviennes un peu adoubé comme chevalier de Groland, enfin, The Chevalier, c'est pas un peu une reconnaissance aussi du fait que tu fais poiler les gens, enfin, tu les fais marrer, quoi. Mais ça s'est fait par un hasard, j'ai envie de dire, mais c'était une continuité dans tout ce que j'avais envie de faire. Moi, j'aime faire de la moto, j'aime faire plaisir, et j'aime quelque part faire rigoler les gens. Pourquoi on se déguisait, c'était un petit peu pour ça. Et là, en rentrant dans ce personnage-là, je me rappelle que la première fois, quand je suis parti du mototour, on partait de Reims de nuit, dès que j'ai traversé le premier village où il faisait jour, qu'il y avait des piétons dans la rue qui m'ont vu en vrai, je veux dire, parce qu'avant, j'avais dans les phares, ils te voyaient pas, mais là, ils m'ont vu, et j'ai vu des sourires, et ces gens se retournaient, et ils voyaient ce mec-là avec un grand plumeau, habillé tout flèche d'argent quoi en fait qui passait, qui traversait des villages et là tu waouh c'est le kiff ce truc et toi t'as ta visière fumée, on te voit pas et tu rentres dans un personnage et ce personnage là tu disais tout à l'heure que est-ce que tout le monde le prenait bien? Oui, tout le monde le prenait bien parce qu'il était là pour rigoler, mais c'est clair que pour les compétiteurs parfois ça devait les agacer parce que en plus de faire le con, le mec il performait et il les humiliait quoi. C'est ça, il y aurait totalement une autre dimension si t'avais été en bas de grille. Ouais mais ça suffisait au Groland, eux à la limite ils s'en foutaient au Groland dans la base, quand on a fait ça eux ils allaient même pas regarder le résultat et ça a été quelque part le deuxième effet qui se cool quoi, qu'en plus derrière le gars il performe. Mais... Enfin, je pense que l'aspect comique est encore plus important parce que tu performes. Exactement. Et comment le personnage du chevalier est né? Parce que j'ai l'impression que tu me dis que c'est une idée qui a été balancée comme ça, à la volée. Dès qu'il t'a rencontré, il t'a dit ah chevalier comme ça. Ouais, il a eu cette idée-là. Mais de toute façon, c'est ça, Groland. Ils ont des idées comme ça, mais on peut pas aller à leur rencontre. Et puis voilà, tu sens que c'est le truc, il faut y aller, il faut foncer, quoi. Il a lancé cette idée, c'était la bonne. Donc l'histoire fait que tu deviens champion de France des rallyes routiers en tant que chevalier. Ouais. Donc l'insolence ultime. Ouais. Là, je pense qu'il y a des pilotes qui ont dû grincer des dents. Ils l'ont peut-être pas montré publiquement, mais ça a dû faire mal à l'ego quand même. Après, on regarde les feuilles de chrono et au bout d'un moment, quand tu regardes les feuilles de chrono, c'est là que ça fait mal à l'ego et c'est tout. Il y a que là il faut que ça parle, quoi, en fait. Et justement, je crois qu'à la fin de la course, tu sais que ta course gagnée, ta championnat gagné, t'as peut-être 1 minute d'avance. Ouais. Et là, tu commences à chambrer, non? Ouais. Ah ben, j'ai ça là. Ça, c'est la bière grolandaise en fait. Que je me suis permis de boire juste avant l'arrivée du mototour au Mont-Faron où là j'avais un complice. Donc dans la dernière spéciale, plus que l'année d'avant, je m'étais déguisé en gorille et j'avais fait le show. Là il fallait faire la surenchère. Là cette année j'étais en tête de la course avec une erreur, avec le plumeau amaigri parce que j'en avais enlevé des plumes quand même sur le parcours, mais je voulais la faire encore plus gros et pour montrer que je voulais humilier les Français chez eux, en fait j'avais derrière moi une poupée gonflable
habillé, on avait mis quand même des sous-vêtements pour pas qu'on dise ouais, elle était à poil. Non, Pas d'attentat à la pudeur. Voilà, pas d'attente à la pudeur, proprement. Et on a fait la spéciale. Et juste avant l'arrivée, j'avais un complice de Groland qui m'a tendu cette bière de Groland. Donc je me suis arrêté avant l'arrivée, j'ai bu de la bière. J'en ai donné aussi à la princesse qui était derrière moi, elle en a bu. Et juste après, j'ai franchi la ligne d'arrivée. Tout ça pour dire à l'arrivée, en fait, ma mission était d'humilier les Français chez eux. J'ai eu le temps de rencontrer une gonzesse, je lui ai payé un coup à boire et malgré ça, je gagne la course. Donc voilà. Voilà l'histoire du chevalier de Groland. Quand ça se passe comme ça, mais c'est du bonheur, quoi. Et en plus, à ce moment-là, ça correspond un peu, tu vois, j'ai l'impression que tu vois, le personnage était cohérent par rapport à l'esprit de la course. Ouais. C'est-à-dire qu'au début, il n'y a pas vraiment de règles. Ouais. Je crois que tu m'as même raconté qu'il y avait des petits cas de triche sur le bridage de la moto. Oui, exact. C'était quoi l'astuce? Non, mais c'est parce qu'en fait, à ce moment-là, toutes les motos en France étaient bridées. Il y avait la loi des 100 chevaux et on n'a pas le droit de rouler avec des motos, comme des R1 qui faisaient 170, 180 chevaux. Donc, on bridait les motos à la moitié. Mais sur cette course-là, en fait, on roulait en full. Mais à un moment donné, justement, quand la course est professionnalisée, ils ont commencé à vouloir contrôler ça en mettant des bandes d'essai. Et pour arriver à parader ça, en fait, on arrivait en roulant, en fait, à couper la moto, sans couper la moto complètement, c'est-à-dire en roulant, à changer la manipulation au niveau du tableau de bord pour que la moto puisse passer street légal si jamais il y avait un contrôle. Voilà, on est passé outre parce que moi j'ai jamais été attrapé, on va dire, mais parce qu'ils savaient qu'on roulait des bridés, mais ils ne contrôlaient pas à ce moment-là. Après les années en fait où ils ont commencé à contrôler, on s'est mis à rouler bridé parce que c'était la règle et on a respecté le truc. Il y a eu une période de flou, quoi, en fait. Tu veux dire que pendant cette période de flou, t'étais capable de brider la moto en même temps que tu pilotais? Ouais. Dans le tour de décélération, dans le tour de décélération, par exemple au Mans, et ça je l'avais fait au rallye de la Sarthe avant en essai en fait, c'est-à-dire qu'on avait un rallye où on roulait sur le circuit de Mans comme pour le mototour. On avait, pendant le tour de décélération, après avoir franchi une arrivée de l'épreuve chrono qu'il y avait sur circuit, j'arrivais dans les lignes droites à couper mon moteur, en fait, et à faire la procédure qui durait plus de 20-30 secondes. Donc, il fallait que la ligne droite soit longue quand même. Tout ça pour arriver. Ce qu'ils nous demandaient, nous, c'est de pas éteindre la moto quand on est arrivé pour voir si, à combien de chevaux elle avait. Et en faisant cette procédure-là, ça permettait de passer avec une moto qui avait été pourtant à 180 chevaux sur la piste, mais juste après à 100 chevaux. C'était de la triche, mais bon, elle n'a pas vraiment servi. C'était une hypocrisie, mais tout le monde le faisait. Exactement. Ouais. Et maintenant, c'est plus le cas puisque les motos sont toutes en full aujourd'hui. Bien sûr. Année 2005, je crois que tu regagnes en tant que chevalier du Groland toujours. Ouais. Donc, deuxième humiliation. Ouais. Là, tu roules sur quoi? 2001, pareil. Ouais. Et là, c'est quoi ta petite insolence? Non, je voulais vraiment gagner parce qu'en fait, il se passait un truc cette année-là, c'est qu'il y avait un mec qui voulait me battre, qui s'appelait Thierry Rogier. Il avait eu un gros budget par MZ à cette époque-là. Et lui, en fait, la course aussi, on l'a gagnée parce qu'on faisait des reconnaissances, en fait. C'est-à-dire que on allait avant la course sur les spéciales, on y roulait avec des vraies motos de course, quoi, en fait. On avait le droit, en fait, de rouler. Donc, on faisait des recos comme ça. On le faisait en gros une semaine, on faisait un tour de France avant pour voir toutes les spéciales et ça nous permettait de mémoriser la spéciale pour la course. Et un des gars qui voulait vraiment gagner, mais lui, il avait fait 3 fois les reconnaissances. Il a vraiment limé comme un malade. Et pour moi, c'était mon adversaire. Il voulait me battre. Et moi, je voulais me battre avec lui parce que je savais qu'il avait vraiment reconnu. Et il s'est malheureusement tué une semaine avant la course sur une spéciale qui était normalement secrète, que personne n'aurait dû savoir. Mais il a été super fort parce que quand il a su où se trouvait la spéciale secrète qui est à côté de chez lui, il m'a appelé le soir parce qu'il savait que j'étais son concurrent numéro 1 et il m'a dit voilà, chevalier, je sais où est la spéciale, si tu veux viens, on y va, on va rouler ensemble. Je dis écoute, elle est à 700 km de chez moi, toi tu sais, t'as trouvé, bravo, normalement c'est interdit, faut pas y aller, vas-y, mais moi je viendrai pas, tout va pas se jouer sur une spéciale. Donc j'apprécie énormément parce que quelque part il a été bon à me dire que le truc, mais il y a été. Et il y va, et il anime toute la journée, et voilà, il fait son boulot, et en fait, il a fini, et en fait, c'est un perfectionniste. Donc, sa moto, il trouvait qu'elle marchait, mais il manquait des chevaux. Donc, il avait un pote qui avait un banc d'essai de l'autre côté de la colline. Et en voulant aller chez son pote, passer sa moto dans le banc d'essai, mais dans la spéciale, encore, parce qu'il fallait qu'il repasse par la spéciale pour y aller, il a évité une voiture et il s'est tué. Et quand on m'a lancé ça, pour me dire qu'il s'était tué, c'était vraiment un pote, donc ça fait mal. C'était ton adversaire numéro 1, donc je l'aimais pas à ce moment-là, même si c'était mon pote, je voulais le battre, mais là, t'oublies tout ça, et tu te dis, par contre, j'aurais plus mon adversaire numéro 1, donc je voyais plus personne pour gagner la course, donc j'avais pas envie de faire le con, je voulais montrer, que c'était moi qui allais gagner, et j'ai gagné la course, basta. Avec quand même un personnage chevalier et compagnie, mais j'ai peut-être moins fait le con que la première année où là, on avait vraiment mis, tout le monde était déguisé dans mon staff, c'était vraiment n'importe quoi, mais là, ça a été plus sérieux parce qu'il y avait cette
cette mort sur la conscience, ça c'est arrivé 8 jours avant la course, ça a cassé l'ambiance, quoi. Tu dirais que ça avait moins de saveur, cette victoire-là, mais limite que t'as gagné presque pour lui un peu aussi. Ouais. Et ma coupe, j'étais la poser sur le cimetière, sur sa tombe dans le cimetière de la Valette à côté de Toulon. Et depuis, elle y est toujours là-bas. C'est la course que lui voulait gagner parce qu'il savait que c'était important. Elle représentait beaucoup de choses pour lui, cette course-là. Et donc, il a gagné quelque part par procuration puisque le trophée, c'est lui qui l'a amené, quoi. Est-ce que c'est la première fois où ça te rappelle un peu au fait que ton sport, et surtout dans des conditions aussi extrêmes, est dangereux et que la vie est en jeu aussi? Ouais, mais c'est une continuité de ce qui s'est passé en 2005 pour moi, parce que 2004, je gagne le Moto Tour, je suis champion de France des rallyes routiers, comme tu disais, et du coup, j'avais envie d'avoir ailleurs, et j'ai été voir le Tourist Trophy, en fait. Et là, voilà, ça a été la prise de conscience. C'est pour ça que ça arrive la même année. Il y a eu toute une période difficile avec le Tourist Trophy que moi j'ai vécu difficilement parce que j'ai vu la mort de près. Et en plus, il nous arrive ça sur la course où d'habitude c'était moins dangereux le mototour, mais ça nous montre quelque part le danger était là parce qu'on pouvait y laisser la peau aussi. Ouais. Donc là, le risque il devient un plus présent, quoi. C'est-à-dire que jusqu'à présent on faisait tout le temps les cons avec des motos puissantes, mais là je me rends compte qu'on peut s'y tuer aussi avec ces motos-là. Ouais. Parce que pour l'instant, à ce moment-là, t'as pas eu de blessure. T'es connu d'ailleurs pour avoir eu très peu de blessures, pour être toujours passé entre les mailles du filet. Ouais. Le Tourist Trophy, est-ce que tu peux expliquer un peu ce que c'est? Parce que je pense que la majorité des gens savent ce que c'est, mais c'est encore fou parce que ça existe encore. Ouais. C'est donc sur l'île de Man. Ouais. Donc une île qui appartient à la Grande-Bretagne. Et en fait, c'est juste à fond. Il n'y a pas d'autre mot, ouais. Sur des routes qui sont normalement pratiquées à 50, quoi. Ouais. En ville, mais c'est très rapide quand même, quoi. C'est quand même large, voilà, et c'est très rapide. Maintenant, voilà, c'est fou au niveau de la vitesse, au niveau des sensations. C'est un autre monde. Toi, c'était combien ta moyenne sur le Tourist Trophy? Je pense que c'était aux alentours de 190 ou 192, je crois, km/h au tour, sachant que les premiers maintenant, ils sont à plus de 215 km/h de moyenne au tour sur 60 km. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc dans cette moyenne, il y a quand même 3 épingles à cheveux où on passe entre 30 et 40 km/h au point de corde, donc ça casse complètement la moyenne et ça fait qu'il y a des vitesses qui sont entre 300 et 320 km/h pour les motos officielles. Ouais. Il y a un bout droit qui mesure 3 km. Presque la longueur d'un circuit normal, quoi. En fait, rien que là, c'est juste une grande ligne droite où là, pendant 3 km, tu sais que t'es vissé en grand, il n'y a pas d'hésitation possible. Donc là, t'as 300. T'as 300. Donc là, les motos officielles, elles prennent 320. Et toi, en gros, ta marge, on va dire ta moyenne de roulage là où t'es bien, c'était entre 220 et 260, c'est ça? Ouais, c'est ça. Tout se passe à ces vitesses-là, en fait. On oscille entre ces pointes à 200, 250, 260, 270 et 220. Dès que tu coupes, quelque part, tu vas vite redescendre aux alentours de 200 à l'heure, mais c'est beaucoup d'enfilades à ces vitesses-là. Ouais. Comment tu te prépares pour une course comme ça? Parce que toi, t'as effectivement l'expérience du rallye routier, t'es pas le premier poireau qui arrive, mais t'as un stress de fou quand t'arrives là-bas? Ou t'as juste de l'excitation et tu... Il y a tout, je pense qu'il y a tout. On s'y prépare parce que déjà, il y a 8 jours de course, mais avant, il y a 8 jours d'essai. Donc avant, c'est suivant si tu as fait assez de nombre de tours de l'île, ils vont te laisser partir ou pas. Tu as 7 tours minimum requis avant de faire la course. Et après, voilà, c'est tous les jours que tu vas mémoriser un petit peu le circuit en faisant 1 ou 2 tours. Donc c'est vraiment light. Et moi, la première année où je l'ai fait, donc, j'ai pu faire que 7 tours de Rocco. Donc c'est vraiment léger, mais heureusement, il était sorti un jeu vidéo sur PlayStation. Ils avaient sorti le jeu TT Superbike. Donc quand je l'ai eu, le jeu, je suis monté sur l'île de Man. J'avais pas encore débloqué tout le tour de l'île parce que tu sais, tu débloques comme dans Gran Turismo des petits circuits. Et, du coup, j'avais pas tout le circuit entier. Quand je suis arrivé là-bas, les Irlandais, eux, ils avaient les codes de connexion. Ils m'ont filé les codes et j'ai pu bosser sur la PlayStation. Et ça m'a énormément aidé parce que pour moi, c'était déjà un simulateur. Les repères étaient les mêmes, les maisons, les feux rouges, les trottoirs. Tu voyais tout de la même façon. Donc, ça permettait de répéter. Et je pense qu'aujourd'hui, avec les moyens qu'il y a et les jeux, comment ils ont évolué, ils ont des vrais simulateurs, puisque tu peux prendre la moto de Michael Dunlop et rouler comme lui, tu sais exactement où il tombe ses rapports, tu peux faire la même chose. Donc, c'est vraiment plutôt pas mal ça pour travailler. Sachant que tu me disais que toi, tu avais la chance aussi d'avoir une bonne mémoire, c'est-à-dire que tu mémorises très vite les parcours. Mais ça, c'est grâce à l'enduro. L'enduro, c'est une discipline où, en fait, quelque part, on n'a pas le droit de rouler dans les spéciales et on reconnaît les spéciales à pied. Et ça oblige quelque part à travailler les méninges et à mémoriser les choses. Et ça m'a aidé. J'ai peut-être pas été longtemps à l'école, mais le fait d'avoir marché beaucoup dans les spéciales pendant une dizaine d'années en championnat de France d'enduro, ça m'a aidé parce que, au bout de quelques passages, j'arrive à me rappeler d'une spéciale ou d'un parcours. Donc tu fais une première fois le Tourist Trophy, ouais. Tu performes pas forcément, mais comme tout le monde, parce que tu peux pas performer dès la première fois au Tourist Trophy. Tu te mets en tête de peut-être le refaire, même si t'as côtoyé la mort, comme tu dis, parce que je crois qu'il y a un mec qui s'est carrément craché devant toi. Ouais. Premier jour d'essai, ouais.
Donc tu vois un mec se catapulter, Ouais. tu sais que C'est pas bon pour lui et c'est difficile parce que voilà, sur cette course-là, il faut s'attendre à avoir des choses comme ça, mais j'étais pas forcément prêt. Même si en y allant, je savais que ça pouvait arriver et là, ça arrive direct. C'est-à-dire qu'on part des essais. Dans les essais, tu pars toutes les 10 secondes. Le mec devant moi, il part. 10 secondes après, je pars. Tu l'as un peu en visu. Oh, j'arrive à ramarrer. En fait, je le recolle assez vite. Et en fait, je vois qu'il s'agaçait. Le mec, il avait un 1000 G6R. Il s'agaçait quand même comme il fallait. Et en fait, vu que je l'avais ramarré, je me suis pas senti le dernier ni le plus nul, quoi. Tu vois, cette année-là, parce que tu sais pas si tu vas être à la hauteur. Et vu que je l'avais rattrapé, j'ai dit, mais c'est bon, il y en a un qui est plus mauvais que moi, il est là. Donc, je vais peut-être rester derrière lui, tu vois. Il roule pas mal, je voyais que le mec, il s'est agacé. Et à un moment donné, on est rentré beaucoup trop vite dans un village, en fait, où, voilà, je vois qu'il se relève, il prend les freins, sa moto se met à balayer de l'arrière. Je fais pareil, je sers ma moto qui balaye de l'arrière. C'est-à-dire que tout le poids de la moto est passé sur l'avant. On est en train de ralentir les motos, mais on voit qu'on arrive trop vite, quoi. Il y avait un grand virage à droite. Et à un moment donné, moi, j'ai repensé à ce qu'on m'avait dit quand j'ai commencé à faire, on va dire, de circuit. C'était un conseil, si tu gardes les freins, ta moto, elle va droit. Et ça, c'est une règle. Si vous faites de la route ou quoi, si tu as en difficulté que tu freines, quand tu freines fort, ta moto, elle va droit. Si tu veux rentrer dans le virage, il faut relâcher cette pression de frein. Sinon, la moto tournera pas. Et j'ai eu ça, lâche les freins. Et dès que j'ai lâché les freins, ma moto, elle est rentrée dans la courbe. Et au même moment, là, le gars, lui, il a bloqué la roue arrière. Et il est parti dans un peu un échappatoire. Au début, tu vois ça du coin de l'œil, tu te dis, c'est bon, ça va taper, mais sans plus. Et en fait, quand ça tape, c'est l'angle du portail d'une maison. Là, il y a tout qui vole, tu vois de la fumée parce que le ciment explose, le moteur explose, tu vois que le choc, il est quand même violent. Ça paraissait pas vite parce que juste avant, on devait être à 260, 270 peut-être. Donc là, on était vite. Et là, quand il a frappé, il était peut-être à 100 à l'heure. Mais c'était beaucoup trop vite, quoi. Donc je vois mon incident, sur le moment je suis perturbé, je dis qu'est-ce qu'il y a, je crie dans le casque, je dis tiens il s'est tué lui, et je commençais même à chialer, je me rappelle que j'avais les larmes qui arrivaient, je dis qu'est-ce que j'ai vu quoi, et en fait j'ai des frissons parce qu'on t'a dit ne t'arrête pas au contrôle, et ils t'ont bien dit au briefing, surtout s'il y a un problème, tu t'arrêtes jamais sur la piste, il y a des mecs qui arrivent à 220, 250 à l'heure derrière toi, donc tu traces et après je me dis bah c'est bon, le gars il a rien. C'est moi qui psychote parce que j'ai peur et je finis mon parcours comme ça. Et dès l'arrivée, j'étais voir l'organisation, on dit voilà, j'ai vu l'accident. Il me dit, oh, vas-y, repars dans ton camping-car. Ça va, on s'en occupera, on te dira. Et en fait, c'était pour me cacher un petit peu le malheur, quoi. Il s'était nettoyé sur place, le gars. Donc, c'était quelque chose de difficile, mais je me fais remonter les bretelles à ce moment-là par Bruno Bonnehuile, qui était un bon pilote français, plusieurs fois champion du monde d'endurance, spécialiste de la vitesse en France et qui faisait le Titi depuis plusieurs saisons et qui là m'a remonté les bretelles en me disant tiens, voilà, en venant ici mec, il fallait t'attendre à voir ça, c'est une course où il se passe des choses, donc il me dit voilà, t'es un homme, maintenant accepte d'être un homme. Ok, bon, s'il faut être comme ça, je suis un homme. Je le prends sur moi et en fait 2 jours après je me suis retrouvé dans la même situation que lui en fait, c'est-à-dire qu'il voit que lui m'avait vu que j'avais un problème, là je vois que c'est lui qui a un problème, il est juste après sa course, il y a les vessiers chimiques là, il est contre les WC en train de se prendre la tête et je vais le voir qu'est-ce qui se passe et il me raconte ce qu'il vient de voir, un accident terrible où il est passé entre les morceaux du pilote et de la commissaire qui venait de traverser, un truc sordide. Et là, je lui remonte les bretelles comme il m'avait fait la veille ou 2 jours avant en lui disant, mec, tu m'as dit toi-même qu'en venant ici, ok, donc il se relève, on va boire une pinte au bar et ça repart. Et la vie, elle continue, mais le malheur, il est là quand même, quoi. Donc on a vécu cette histoire forte. Je suis rentré du Titi, pas marqué, mais bien, oui, quand même, choqué parce que j'avais vu par l'expérience, parce que c'est tellement fou de pouvoir mettre une moto à fond comme ça, et tellement bonheur, ça, c'est l'adrénaline pure, mais à côté de ça, c'était sordide un petit peu pour moi. Donc, il fallait que ça travaille. Je m'étais donné 3 ans pour essayer de marcher là-bas, pour, voilà, me donner un plan de marche. La première année pour voir, deuxième année pour construire quelque chose, et la 3e année pour essayer de performer. Et en fait, 6 mois après, il y a ce même Bruno Bonnehuile qui malheureusement se crache à Macao et se tue à Macao. On m'a appelé, j'étais dans mes montagnes, moi, dans mes Pyrénées, un matin avec le décalage horaire pour m'annoncer cette mauvaise nouvelle. Et quand j'ai raccroché le téléphone, je me suis dit, mais lui, il s'est fait avoir. Mais si t'arrêtes pas, tu te feras avoir comme lui. Donc, arrête les courses sur route. Et j'ai arrêté à partir de là de vouloir repartir au Titi parce que c'était pour moi trop dangereux. Parce que tu t'es dit, ce mec-là, il est aussi bon que moi et j'ai pas plus d'expérience que lui. Voilà. Et en fait, personne n'est invincible, quoi. Ouais, tu vas te faire avoir comme lui, quoi. En fait, c'était un peu une référence, ouais. Tu penses aussi à la famille, je pense, à ce moment-là. Complètement, mais j'y pense encore à sa famille, à lui, à sa fille, à des gens qui ont vécu des moments horribles à ce moment-là, quoi. Et moi, à ce moment-là aussi, j'avais justement une famille qui était créée. J'avais une petite fille qui devait avoir 3-4 ans quand j'ai fait le Titi
Et il y a eu le petit Joey qui est arrivé après. Petit Joey, c'est parce que quand j'étais là-bas, Rachel, ma femme, était enceinte et il y avait un petit garçon dans son ventre. Et en rentrant du Titi, il fallait chercher un nom. Et là-bas, la superstar qu'on avait rencontrée, c'était Joey Dunlop. 26 victoires au Tourist Trophy, le pilote le plus emblématique là-bas. Genre de mec, puisqu'on va parler de choses sordides, d'enterrement. L'enterrement de Joey Dunlop, je crois qu'il y a eu 80 000 personnes à son enterrement. Qui a voilà. Une rockstar. Une rockstar, quoi. Donc, voilà. Du coup, mon gamin, je vais l'appeler comme une rockstar, mais Joey, Dunlop, pas star. Tu m'étonnes que ton fils soit fan de moto. Ouais. Ça aurait été emmerdant qu'il aime pas la moto, quand même. Ouais, c'est sûr. De toute façon, voilà, lui, quand il était dans le ventre, il a entendu justement les motos passer et rugir. Et ça, si un jour je te le conseille, c'est d'aller voir le Tourist Trophy, ou allez-y le voir. C'est beaucoup mieux qu'une moto GP ou un superbike, où là, on vous met dans un superbike sur des gradins, assis, au confort, mais derrière des grillages, loin de la piste pour pas prendre un boulon ou un gravier dans le front. Alors qu'au Tourist Trophy, tu vas faire partie du spectateur qui prend des risques. C'est-à-dire que toi, voilà, si t'es un peu engagé, tu peux te mettre dans un endroit où tu vas risquer ta vie autant que les pilotes. Et ça fait partie du truc. Et ça, voir ça et entendre ça, c'est vraiment, mais tu vas voir que tes poils vont se dresser. Ah, mais tu peux être sûr que tu m'as convaincu, parce qu'on a déjà parlé tout à l'heure, d'y aller. Ouais. Et effectivement, être dans un endroit engagé, mais je pense que ça fait partie de l'expérience même du truc, quoi. Ouais. Donc il faut prévoir 1 an à l'avance avant de monter au Titi pour réserver ses bateaux, parce que la flotte est limitée là-bas pour faire Douglas et l'Angleterre. Donc voilà, c'est en gros 1 an à l'avance qu'il faut se réserver son billet, mais c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel parce que on fait partie de la course, on la vit de l'intérieur. C'est une semaine de folie. Bon, il fait pas super beau tout le temps, mais voilà, c'est une ambiance qu'il faut aller voir et c'est unique au monde. Est-ce que cette période-là aussi, parce que je te le disais en off quand on a déjeuné ce midi, moi j'ai grandi un peu avec les vidéos, tu sais, comme beaucoup, je suis pas très original là-dessus, les vidéos motojournal. Je regardais d'ailleurs ce que je te disais, ça date de 12-13 ans. Ouais. Ça m'a mis limite un coup de vieux, tant je suis pas vieux. Ouais. Les vidéos notamment avec Lolo Cochet. Est-ce que c'est un peu la même période où tu commences à faire cette vidéo un peu ouais, je crois qu'il y avait des vidéos, tu sais, où tu faisais les recos. Mais c'est ça, c'est une transition. C'est-à-dire que j'ai fait les mototours, les bons mototours quand c'était un peu la liberté, quand c'est un peu trop réprimandé, qu'il y a eu des contrôles de vitesse inopinés en liaison et tout. Moi, je me suis fait un peu avoir, donc hop, je suis un peu raccroché ce truc-là et quelque part, je participais plus forcément en mototour et je suis devenu pilote reconnaissant entre guillemets avec Motojournal où on allait faire les reconnaissances du mototour pour présenter aussi aux pilotes, parce qu'à un moment donné, comme j'expliquais, avant on allait faire nous-mêmes nos propres reconnaissances, et à un moment donné ça aussi ils l'ont interdit, parce que justement quand Thierry Roger s'est tué en reco, dans un truc qui était interdit, on pensait bien que voilà, là c'était la fin des haricots, et qu'à ce moment-là ils ont interdit les recos, et on a donné grâce à Motojournal des vidéos aux pilotes filmés de la spéciale en fait. Donc on allait faire des recos sérieuses où je commentais ce que je voyais en difficulté en termes de danger, et après on faisait un côté complètement décalé pour le grand public, et on faisait des recos, on essayait, et là on partait en couille pendant une semaine. C'était que de l'impro. On essayait de faire ça bien, mais ça partait en couille tout le temps, quoi, en fait. Et sur des petits trucs, on rebondissait sur des gags et c'était des semaines de bonheur avec Lolo. C'était fou. Ah, c'était génial ces vidéos. Ben, moi, j'ai pris un plaisir à les Ouais. regarder, tu vois, cette nuit, parce que on est parti ce matin à 2h de Paris. Du coup, j'ai autant pas dormi, je me suis dit autant regarder des vidéos. Et je me souvenais pas à quel point, tu vois, c'était fun. Ah ouais, c'était top. C'était top. Et Il faudrait en regarder presque ensemble, que je te montre les points clés, parce que dedans, il y a tout l'envers du décor, où si tu savais tout ce qui s'est passé avant, après, pour arriver à faire ces scènes-là, comment elles sont faites, il y a des trucs, des fois, on voyait des bûcherons en train de couper des arbres, on s'arrêtait, putain, l'arbre, on pouvait pas le faire tomber sur la route, parce qu'on va faire une scène où on trouve, les mecs, ils nous faisaient tomber l'arbre. Mais tout ça, ça s'est fait comme ça, et c'était magique. Les mecs, et chaque année, on surenchérissait, on mettait toujours des trucs, des nouveaux éléments, et on se régalait surtout. Et tu vois, je me demandais, avec l'œil d'un mec un peu plus vieux, est-ce que c'était des grosses équipes de tournage ou vous étiez très Que peu dalle, à l'arrache, on était 3. Vous étiez 3? Tout le temps. Putain. Ouais. Parce que C'était Mathias Lacombe. Salut Mathias. Bah, c'est un artiste, Mathias. Ouais, c'est un artiste. C'est un artiste, hein. C'était un très bon photographe. Et je pense que c'est même lui qui avait fait ma photo de moi dans le mototour dans le Mont-Faron habillé en gorille. Tu vois, donc ça date de 2003. Il était là quand le gorille est né. Il a vu après le chevalier s'exprimer. Il s'est souvent moqué du chevalier et souvent il dit que je suis béarnais alors que je suis basque. Voilà, c'est pas vrai ce qu'il dit Mathias. Petite dédicace d'ailleurs à mon voisin et mon collègue Ben Anglesio, avec qui je partage des bureaux, parce que lui pensait aussi que t'étais béarnais. Toi, t'es au Béarn, toi. Fais attention. C'est vrai que je suis au Béarn. Ouais. Et à ce moment-là, c'est aussi cette période-là où tu fais un petit peu le bol d'or.
Ouais. Mais ouais, après avoir fait le Tourist Trophy, mais vu que je prends ma décision en fin d'année de plus le refaire, il fallait que je me relance aussi un petit peu. Donc je me suis relancé dans une course beaucoup plus sécurisée. Je voulais essayer, c'était l'endurance en fait. Donc j'ai fait une saison d'endurance en 2006 avec une R1, avec le team Décibel 33 à Bordeaux. Et on est parti en expérience. Mes coéquipiers, c'était Phil Gilles, un Anglais, qui devait avoir 15 participations au Mans. Et ça n'a pas été facile pour moi parce qu'en fait, c'était des gens qui avaient déjà une grosse expérience et je me suis intégré dans cette équipe-là. Et ouais, ça a été quand même, ça a été. T'as fait des podiums en plus, hein, je crois. Ouais, on fait un podium au Bol d'Or, ouais. Parce que là, Avec Bernard Cusin, voilà le deuxième, excusez-moi Bernard. C'était en stock, c'est ça? Ouais, c'était un stock sport, ouais. On fait 7 au scratch et 2 en stock, ouais. Donc c'était quand même un bon résultat, une course d'équipe qui se terminait bien parce qu'on est donc sur le podium et dans les 10 premiers au général. Pour une première participation, c'était plutôt sympa, mais j'ai fermé la porte de l'endurance parce que ça m'a gonflé en fait. Qu'est-ce qui t'a pas plu là-dedans? La bouffe, on mangeait très mal. En trois. Non, c'est vrai qu'en plus il y avait tout, c'est-à-dire que c'est un team professionnel. Ils sont tous professionnels dans ces teams-là. C'est-à-dire que ils s'organisent, ils ont des kinés, ils ont des restaurateurs qui viennent ou des traiteurs qui viennent leur faire bouffer toute l'équipe. Donc tout ça c'est plutôt en luxe. J'ai roulé dans de très bonnes conditions, mais ce qui m'a saoulé c'est le côté répétitif de la chose où tu deviens en fait une machine. Et pour la première fois on m'a demandé presque de pas aller plus vite, quoi. C'est-à-dire qu'on m'a dit non, voilà, c'est bien, t'es temps, on n'essaie pas d'aller plus vite, le risque ce serait de tomber. Alors que moi j'avais envie d'essayer de donner. C'était la première fois que j'allais rouler sur un circuit pendant 24 heures sans m'arrêter quelque part. Et mais on doit faire des temps de malade à la fin parce que pour moi dans ma tête c'était le Tourist Trophy. Chaque tour que tu fais tu progresses. Donc au bout d'un moment, aux 24 heures du Mans, j'ai vite trouvé mes limites. Ils ont trouvé mes limites, on a trouvé nos limites, parce que moi ce qui me plaît c'est anticiper, découvrir des choses, mais répéter toujours les mêmes choses. T'étais pas formaté pour ça tout simplement? Non. Pourtant je l'ai déjà dit ça, donc j'ai déjà répété ça. Non. Comment ça se passe un petit peu l'évolution? Parce que là, donc, t'as eu cette période de rallye routier, l'endurance c'est pas ta cam a priori. Ouais. Tu commences le cinéma à ce moment-là? Ouais, il y a aussi, c'est vrai que ça rebondit, tout ça, c'est boule de neige, en fait, ça s'est mis au fur et à mesure, c'est-à-dire que, là, l'endurance, ça me plaît pas plus, je reviens faire du rallye, en 2008, je suis encore champion de France des rallyes routiers, je fais des conneries encore, parce que, j'aime me déguiser, je suis toujours avec mes personnages de chevaliers, avec des plumeaux ou des froufrous roses, et là, c'était une période 2008 où je veux rouler sur l'eau, quoi, je veux faire comme Jésus, je veux rouler sur l'eau, parce que, quelque temps avant, pour une séance photo pour une marque de fringues, on s'était chauffé et j'avais traversé un lac avec ma moto de cross qui devait faire une 50aine, 60aine de mètres. J'étais rentré à fond dedans. Il y avait des Américains qui avaient fait ça dans une vidéo qui s'appelait Krusty Demon à l'époque. Et les mecs, on les voyait rentrer fond de 6 et on voyait bien qu'avec la vitesse, l'eau devient comme du ciment et t'arrives à rester dessus, quoi. Donc j'avais essayé par moi-même la chose. J'avais traversé ce lac une première fois. Trop facile. J'avais refait la même chose. Et en prenant un peu moins d'élan, je m'étais rendu compte que j'avais failli planter et passer par-dessus le guidon. J'ai dit, tiens, là, il y a un truc. C'est que si je sécurise pas mon train avant, ça va mal se passer. Donc je m'étais dit qu'en mettant des skis nautiques de chaque côté de la roue avant, je pouvais me faire une moto qui roule sur l'eau. Donc mon but c'était de partir sur un lac, faire un demi-tour et revenir au même endroit. Donc on a mis ça au point avec mon beau-père, donc Jean Castera, qui lui le concessionnaire, toujours le papa de Rachel, lui avait personnellement des skis nautiques quand il était jeune, il a coupé ses deux skis nautiques, il me les a foutus sur ma moto et en avant sur le lac d'Osgore où là c'était le spot parfait parce que c'est un lac qui est où on y passe, hein, quand vous allez à Osgore, vous passez sur le pont et quand vous passez sur le pont, il y a la baie du lac, quoi, en fait. Et à marée haute ou marée basse, ce qui fait que quand c'est à marée basse, ça fait des îlots, on va dire, de sable, 100 mètres d'eau, un îlot de sable, ça permettait d'avoir des zones de relance, en fait, parce que moi, j'avais peur de sombrer un moment dans l'eau, donc je voulais pouvoir me relancer. On a fait les premiers tests là, et ça s'est forcément super bien passé, parce que, on avait une grosse vitesse, le spot était idéal, parce qu'aussi, la pénétration dans l'eau se faisait vraiment à fleur du sable, c'est ça qu'il faut pas qu'il y ait de contact de saut, sinon ça pourrait rentrer dans l'eau. Là, en restant à fleur, on arrivait à avoir le bon compromis, et j'ai traversé ce fameux lac, quoi. Arrivé de l'autre côté du lac, il y avait la police et le maréchaussée qui m'attendaient. Donc là, quand ils me voyaient arriver habillé en chevalier avec mes froufrous roses, ils voyaient que voilà, c'est un truc normal pour lequel ils avaient été appelés. Ils avaient été appelés pour un scooter qui faisait du bruit sur la plage d'en face. C'était moi qui chauffais ma moto sur la plage d'en face. Et donc quand je leur explique que je suis chevalier du Groland, que je suis en plein tournage, que au milieu du lac, il y a Jésus, qui était à l'époque le rédacteur en chef, Will Milios de Moto et Motard, avec la couronne d'épines, habillé en Jésus au milieu du lac parce qu'il voulait faire la photo en train de marcher sur l'eau et moi en train de rouler à côté qu'on avait faite. Mais lui, il me faisait signe qu'il voulait la moto, mais les flics, ils m'ont regardé, on vous laisse repartir, mais après, vous partez, quoi. Donc, ils sont restés sur la berge, ils m'ont regardé traverser le lac dans l'autre sens, et on était ailleurs. Donc ça, c'est la période où
où j'ai fait ces trucs-là. Donc, je me suis pris pour Jésus. Et du coup, Groland, ils ont vu ça. Ils ont trouvé ça plutôt fun et loufoque. Ils disent, on fait un film l'an prochain et on veut te mettre dans le film avec ton histoire de moto qui roule sur l'eau. J'aurais adoré voir la tête des policiers dubitatifs. Les mecs, ils ont pas dû comprendre ce qui leur arrivait. C'était génial. Et le coup du pneu à godé, parce que pour expliquer un peu pour les auditeurs, pour justement que tu aies un peu ce côté motrice presque d'un bateau, quoi. Des pales, C'est des pneus à godé, donc c'est des pneus avec si on peut schématiser, des pelles en fait. Ouais, c'est ça, des godets, vraiment des godets, des comme pelles. Une pelleteuse, hein. Ouais, exactement. 8 pelles. Sur le pneu, il y a que 8 pales qui permettent de propulser et de trouver la motricité dans l'eau. C'est pas forcément une obligation parce qu'après on a refait des tests avec des pneus à crampons normaux en fait et on avait peut-être moins de problèmes parce qu'à un moment donné si on mettait trop de taux régime on rentrait ce qu'on appelle dans l'autisme apparemment la cavitation, c'est-à-dire qu'on brasse de l'eau, pas de l'eau mais de l'air. D'accord. Ça fait une turbulence et t'arrives même plus à brasser parce que ça va trop vite, donc il fallait trouver le bon compromis et ce problème-là on l'avait pas forcément avec le pneu à crampons, donc voilà, on avait fait plusieurs essais à ce moment-là. Tu sais que je change de sujet mais ça me fait penser à une autre vidéo parce que tu vois je suis en train de me remémorer, c'est marrant que ça revienne. Les vidéos justement que tu faisais pour Moto et Journal que je regardais quand j'étais plus jeune. Et il y a une vidéo qui m'est revenue de toi en Yamaha R1, si je dis pas de bêtises, sur la glace. Ah oui, en duel contre, et je dis peut-être une bêtise, une Porsche GT3. RS. Une Porsche GT3 RS, tu vois, j'avais pas le RS. Et je crois que, si je me souviens bien, il y avait eu un choc. Ça avait pas tapé à un moment. J'ai le souvenir d'une... Non, entre la voiture et la moto, non. Ça s'est pas tapé. C'est toi qui as tapé tout seul? Ouais, je suis tombé. Et t'étais tombé à haute vitesse, je crois. Ouais, non, ça allait quand même. Ça allait? Ouais, j'avais pris une haute vitesse parce que sur la glace, ça avait donc c'était, pour se resituer les trucs, c'était un événement qu'on est allé faire avec Moto Journal et Lolo en Laponie. Donc on est monté en moto de Paris jusqu'en Laponie avec des motos normales de route. On avait notre fameux Mathias, le cadreur réalisateur fou qui nous suivait en camion avec derrière une moto de rechange, 2 motos de rechange puisqu'il y avait une 450 d'enduro équipée de pneus clous, mais une R1 équipée avec des clous de 27 mm je crois, presque énorme. 3 cm, énorme. Vraiment un truc de débile. Et en fait le but c'était d'aller faire de la moto sur un lac gelé là-bas, mais pour y monter déjà il y avait toutes les preuves de monter en moto. Donc quand on se retrouvait face à la neige, on avait des pneus cloutés sur les motos de route qu'on avait et on a fait plus de 2500 ou 3000 bornes, je crois, à travers la Suède, la Norvège, sur des routes enneigées avant d'arriver sur ce spot-là, quoi. Et là, sur le spot, là, c'est grandiose, c'est un lac gelé. Le circuit du Castellet a été retracé à l'échelle 1 sur le lac, juste matérialisé avec des piquets d'enneigement, quoi, en fait. C'est ça qui matérialise la piste et tout est pour toi. Donc, la sensation de vitesse, tu l'as pas, rien à voir avec le Tourist Trophy, fade, hein. Quand t'es à 260 avec aucun repère, t'as l'impression d'être, t'as pas l'impression d'aller vite, contrairement à 250, entre 2 murs de maison, c'est plus du tout la même chose. Donc là, la sensation de vitesse, elle est pas énorme. Par contre, les sensations de glisse et tout sont folles parce que si tu as 100% de grip quand il y a de la glace vive, que ça brille, que d'habitude quand tu vois une plaque de verglas, t'as pas envie d'y aller. Là, tu t'y jettes dessus parce que tu sais que ça va accrocher à mort. Là où c'est pas bon, c'est s'il y a du vent et que ça vient jeter de la puff et de la poudre comme un peu des congères. Et là, la moto, elle prend du mouvement et le crampon, ou pas le crampon, le clou ne peut pas planter. Et là, il y a tout qui devient flou. Donc, il y a eu des pertes de contrôle total où à un moment donné, j'avais plus rien dans les mains. Et quand c'est revenu, par contre, quand ça replante, c'est super violent, quoi. J'ai fait claquer ma suspension comme quand je le faisais claquer sur mes 103 SP. Je sais pas, 103 SP, c'était 51 motobécane. Ouais, où il y avait pas d'huile ni rien, c'est juste de la graisse et des ressorts, ça claquait. Là, ça m'a fait la même sensation. C'est-à-dire que le retour de grip est très violent, en fait. Autant dans le caoutchouc du pneu, quand tu perds l'adhérence sur un circuit et que tu retrouves l'adhérence, c'est gommé par l'élasticité du pneu. Là, c'est de la violence pure. Quand le clou, il plante, ça plante. Et c'est violent. Et encore, heureusement que tu avais toutes ces bases de pilotage de supermotard. Où justement, tu sais piloter en glisse, c'est même clairement ton pilotage. Je pense que quelqu'un qui a pas ces bases de pilotage là, ça doit être une angoisse absolue, quoi. Ouais, c'est une expérience. J'avais les deux motos à piloter. J'avais la moto d'enduro avec les pneus à clous et j'avais la grosse R1. La plus fun forcément à piloter, c'est la moto d'enduro. Même si là le circuit était trop rapide pour elle, c'est elle la plus légère, tu peux la jeter comme tu veux. La R1, ça se respecte davantage. Mais là, la piste, comme je te le disais, elle est tellement large que tu peux quand même l'exploiter comme il faut. Pour revenir un peu à Jésus et donc à ce film Mammouth. Qui a été réalisé par donc les deux Grolandais en chef, à savoir donc Michael Michael Kull et Gustave de Kerven. Exactement. Gus.
Donc ce film, il est connu aussi parce qu'il y a Gérard Depardieu dedans. Ouais. Et donc toi, t'as cette scène de Jésus-Christ et même de chevalier en fait qui traverse qui traverse le lac. Et dans le film, on sait même pas qu'est-ce que c'est, puisque dans la scène réelle du film, c'est donc Gérard Depardieu qui porte sa nièce sur une moto. La moto, c'est la grosse Munch Mammouth, c'est un 6 cylindres, c'est-à-dire que c'est, pour vous situer, c'est un moteur de voiture. D'accord, 6 cylindres mis dans une partie cycle de moto, quoi, en fait. Donc, c'est un moteur surdimensionné, comme Depardieu l'est, quoi. En fait, il est surdimensionné, ce mec-là. Et il est sur cette moto-là, en 3/4 face, le long, en parallèle dans le lac, on va dire. Et il voulait que moi, en arrière-plan, on me voit traverser ce lac et sombrer dans le lac. Donc, il y tenait, il fallait que je coule en plein milieu du lac. Donc, on a fait cette scène-là, du côté d'Angoulême, en plein été. C'était fabuleux. Et c'était quoi un peu les contraintes? Parce que je crois, donc effectivement, tu devais couler, mais tu devais pas avoir trop d'essence parce que le proprio du lac était écolo. Un petit peu. En ce moment, l'écologie, ouais, c'est pas mal. Ouais, mais là, déjà, il y en avait des écolos, un vrai, qui nous avaient dit, voilà, moi, le lac, je veux bien, mais voilà, c'est une moto, il y a de l'essence, donc il faudra mettre très peu d'essence dans le réservoir, puisque la moto était censée couler, effectivement. Donc, on était censé mettre, un demi-litre d'essence pour pouvoir faire juste l'accélération et la descente aux enfers dans l'eau. Et en fait, en faisant ce genre, on a fait 2 prises. À la deuxième prise, on a été bon, tout était cadré entre le 3/4 face de Depardieu et moi en arrière-plan. C'était nickel. Mais nous, on avait plusieurs crédits. C'est-à-dire que j'avais prévu de faire l'action plusieurs fois, de couler ma moto plusieurs fois dans la journée, de recommencer. Et le cinéma, c'est ça, c'est répéter. Et vu que la deuxième prise, c'était bon, on avait encore des jokers derrière, et que Depardieu n'avait pas vu la scène, parce qu'il la voyait elle était dans son dos, il la voyait que dans l'écran. Il dit, si tu veux le refaire, ouais, lui s'est mis sur la butte du lac, un peu en hauteur, et moi, j'ai refait une traversée. Et en fait, je voulais vraiment, à ce moment-là, traverser de l'autre côté du lac, et quand j'arrive à quelques mètres de la fin, où mon moteur coupe, mais sur l'élan, j'arrive quand même de l'autre côté de la berge. Donc, j'ai la vidéo de ce truc-là, ouais, tous les gens applaudissent. Mais moi, je suis vénère parce que je voulais vraiment sortir avec mon moteur de l'autre côté et ça marche pas. Donc, je pousse ma moto pour revenir à mon fourgon. Et là, le gros GG me dit, qu'est-ce qu'il y a? Bravo. Il me félicite. Et je dis, ouais, je gueule, qu'est-ce qu'il y a? T'es pas content? Non, je suis pas content. Je dis, je voulais traverser et sortir avec le moteur et la moto, elle a coupé, j'avais pas assez d'essence. Il dit, mais pourquoi il y avait pas assez d'essence? Et là, je lui balance, je dis, le mec, le propriétaire du lac, il était là. Je dis, lui, il voulait pas qu'on mette de l'essence parce qu'apparemment, il faut pas aller polluer son lac. Quoi, faut pas aller polluer son lac. Et moi, si j'y vais dans son lac, que je m'y baigne, que je m'y pisse, que j'y pisse dans son lac, que j'y chie, est-ce que ça va pas lui polluer? Allez, remets de l'essence et repars. Et t'as l'autre, il était là, il tremblait. Il s'est barré, on a refait un run et puis voilà. Donc il y a eu 2 runs pour GG. Et c'était comme ça qu'on s'est rencontrés. Et lui, à ce moment-là, il m'a pris pour Jésus. Et donc lui, on vient juste de faire une scène. Il m'a vu faire ce truc-là. Il a regardé dans l'écran, il regarde ma moto. Et sur ma moto, il y avait mon sponsor. C'était, au lieu que ça soit Les Deux Roues, qui a toujours été quand j'ai gagné les Tours de France moto, c'est un magasin Les Deux Roues à Paris qui m'a prêté mes motos. Qui me prêtait mes motos depuis des années. Et en fait, là, puisque c'était pas les 2 roues, puisque j'avais des skis, j'avais rebaptisé avec les mêmes typos des autocollants roses, c'était les 2 skis. Et lui, il voit bien que la typo, ça ressemblait au magasin qu'il connaissait, puisque quelque part, Gérard, il est un parti propriétaire du magasin Les Deux Roues à Paris. Ils sont associés avec Coco et Sylvie. Et puis c'est un grand amateur de moto. Un grand amateur de moto. Donc il a vu à ce moment-là que c'était un des pilotes avec qui il était, Les Deux Roues, qui faisait cette connerie. Et donc il me dit, voilà, il s'assoit, il se présente, non, il veut en savoir plus sur moi. Il me dit, voilà, moi, des mecs en moto, j'en ai rencontré. Mais voilà, Jésus, je le connaissais pas encore, quoi. J'ai rencontré Rossi, j'ai vu des mecs piloter, mais comment tu fais pour faire ça? Donc là, je lui explique techniquement les attributs que j'avais mis sur ma moto et les choses qu'on avait mis en place. Et ça a été une belle rencontre, quoi. Je crois qu'il y a un moment où alors je sais pas exactement dans quel contexte, mais il te voit rouler super fort sur une nationale, c'est sur ce même tournage? Ouais, c'est le même tournage, ouais. Tu prends quoi? Tu prends plus de 200 220, ouais. Je le double à 220 sur une nationale, ouais. Lui aussi en moto? Ouais, lui aussi en moto, ouais. Mais il est pépère, quoi. Il est pépère parce que justement, dans le film, il reprend cette bécane parce qu'il a besoin d'aller chercher des paplards, des fiches de retraite et compagnie, mais ça fait longtemps qu'il a pas roulé Tonton GG ou Mammouth dans ce film. Et donc, on voit bien qu'il a pas confiance, c'est-à-dire qu'il roule doucement. Et justement, on voit bien la réalité le rattraper. Il y a un mec qui le double à fond. Et juste après, c'est un camion qui vient carrément lui klaxonner parce qu'il est vraiment à l'arrêt, quoi, en fait. Donc, le contraste, on l'avait créé par un passage de moto hyper rapide, quoi. Et il avait que tu ne jouais pas, c'est-à-dire que t'étais vraiment très rapide sur le. Ouais. Ça, par contre, ils ont eu un peu peur même parfois. Ça a déjà arrivé ça sur des équipes de tournage où quand ils ont pas l'habitude de voir une moto et voir comment une moto peut accélérer, que ça les surprenne et que ça leur fasse un petit peu peur. Ouais. Donc ils te voient bombarder. Ouais.
Et il se dit, j'ai envie de t'aider un petit peu, c'est ça? Ouais, il m'avait vu faire donc Bombardella, il m'avait vu rouler sur l'eau, donc il m'a pris pour Jésus. Et à ce moment-là, il me dit, ouais, c'est bien ce que tu fais et tout, mais moi, je veux bien te filer un coup de main, quoi. Je dis, moi, mec, j'ai 40 balais, je suis en fin de service. Je dis, si tu veux aider un mec, par contre, j'en connais un qui a pas 20 ans, qui a un vrai pur talent. Si ça t'intéresse, eh bien, on aide ce mec-là. Oh, ouais, ok. Donc, ben, le mec, je lui ai présenté. C'est un petit gamin que moi, j'avais découvert sur mon école de pilotage, parce que je donne des cours de pilotage sur le circuit de Pouarnos. Et ce mec-là, il avait 17 ans à ce moment-là. Quand je l'ai vu rouler pour la première fois, je lui ai donné des conseils. Il a tellement mis tout en application rapidement que je me dis, s'il progresse comme ça, ce mec-là, il peut être champion du monde de moto. C'est-à-dire que voilà, il y a des choses qui te disent que ce mec-là, il a un vrai talent, quoi, en fait. Et donc, de ce mec-là qui était talentueux, je l'ai amené en compétition, voir si ça lui plaisait, ça lui a plu. Et j'ai eu cette rencontre avec GG au même moment. Donc là, on avait besoin d'acheter une moto. Et c'est GG qui lui a acheté sa première moto. Une Yamaha R6 et c'est parti de là. Donc c'est Lucas, c'est ça? Ouais, c'est Lucas. Et alors, c'est quand même fou parce que Lucas Mayas, donc, depuis, il est donc devenu champion du monde 600 Super Sport, donc une dizaine d'années après notre rencontre avec Depardieu, mais il s'appelle Lucas parce que Depardieu dans le film La Chèvre s'appelle Lucas avec c'est pas vrai. Ouais, quand il balance des coups de boule partout et compagnie, mais il était balèze Lucas dans le film. Et le père de Lucas, il cherchait un nom comme moi j'ai cherché un nom pour mon fils Joey parce que j'ai fait le Tourist Trophy. Lui, c'est parce qu'il avait vu un film où Depardieu c'était un Lucas qui balançait. Donc moi, mon fils, je veux l'appeler Lucas, comme ça il va balancer des coups de boule et ce sera un costaud. Tu vois le truc. Et quelque part un jour, il est amené à rencontrer Gérard Depardieu qui va l'aider à se lancer et à devenir professionnel de la moto, quoi. En lui achetant une moto, c'est ça? En lui achetant une moto, ouais. C'est fou. Ah, c'est dingue. C'est complètement fou. C'est Et complètement justement, dingue. par rapport à la suite de la carrière de ce fameux Lucas, Ouais. je crois que Gérard Depardieu a encore eu une incidence. Ouais. En tout cas, il a suivi ça de loin, notamment par rapport à un sponsor. Ouais. Non, ça c'était seulement parce qu'on galérait avec Lucas, ben on y allait avec mes moyens, moi avec Groland, mais Groland c'est pas Canal+ non plus, voilà, ils m'ont aidé avec des moyens, c'était plus un droit à l'image, mais il y avait pas de moyens financiers. Donc c'était Groland Racing Team, c'était l'équipe que tu avais à partir du Moto2 en fait, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est juste après on a créé non, c'est pour Lucas que j'ai vraiment créé ce truc-là, c'est une asso, j'ai monté un team, on appelait ça donc le Groland Racing Team pour rester dans l'esprit de Groland et on voulait monter un team de course et lancer un petit jeune, quoi. Mais comme on trouvait pas de sponsor, ben on en a inventé des bidons en fait. Donc un qui était énorme sur la moto qui a fait rire ou pleurer beaucoup de gens, c'était Sodoflex. Donc c'était écrit en gros en rose sur la moto et écrit en blanc en dessous lubrifiant anal. Donc il y avait bien l'utilité de notre sponsor. Et quand les gens voyaient ça, il y avait plusieurs attitudes, soit ça rigolait, soit ça tournait le dos, ça partait. En fait voilà, ça a bien fait rigoler les gens. C'était un faux sponsor écrit en gros et c'est le seul sponsor quand il s'est retiré, ça faisait moins mal. Voilà, c'est parce que dans tous les cas au bout d'un moment tous les sponsors se retirent. Donc, mais lui, au moins, ça faisait moins mal. Il avait bien lubrifié les choses. Et j'imagine que Depardieu, ça a bien dû le faire marrer, genre d'histoire. Juste après, voilà, j'avais présenté Lucas à Gérard sur un tournage. On avait nos t-shirts Sodoflex et je me rappelle, il y a une photo où je suis avec ça et ça l'avait bien fait poiler. Ouais, c'était ce côté-là qui le plaisait aussi. Ouais. Et toi, au niveau un peu des courses moto, tu disais, t'arrives un peu en fin de carrière, si on peut appeler ça comme ça. T'as encore fait des rallyes, le rallye de Tunisie, c'est ça? Ouais, jusqu'à dans les années 2012, je crois, j'ai continué à faire un petit peu de compète en rallye routier, faire un rallye ou deux pendant la saison. Il y avait des rallyes qui s'étaient organisés, mais sur route, en Tunisie. Et j'ai gagné ces dernières courses-là, ouais. Jusqu'à l'arrivée de cette fameuse course qui a quand même marqué la légende, les Scorpion Master. Ouais. Ça arrive en 2012-2013, c'est ça? Ouais, c'est ça, même un petit peu avant. Je crois que ça a dû arriver en 2011. Ok. 2011, 2012, 2013. C'est quoi un peu l'idée? Parce que Alors ça, c'est Laurent Coric, c'était un ancien journaliste de TF1, d'Automoto, qui était à ce moment-là directeur du pôle mécanique d'Alès, qui cherchait à dynamiser son pôle, c'est-à-dire comme le pôle mécanique d'Alès, si vous le connaissez pas, c'est un pôle où on peut tout faire, on peut faire de la voiture, de la moto, dans toutes les conditions. Il y a un circuit de vitesse, il y a un circuit de rallye automobile, rallye moto aussi. Voilà, on peut vraiment, c'est un pôle pour apprendre à faire de la moto ou de la voiture. Et il voulait dynamiser ça en faisant une course un peu exceptionnelle en fin de saison et en réunissant plein de champions du monde. Et dans son idée, c'était faire toutes les disciplines. On a fait du trial, on a fait de l'enduro, on a fait du supermotard et de la vitesse. Il y avait 4 disciplines où il fallait essayer de s'en sortir le mieux possible et c'était le super champion, le master de cette course-là, et c'est celui qui était le plus polyvalent quelque part. Donc, le meilleur pilote moto du monde, enfin le plus complet. Ouais, le plus complet. Donc après, voilà, pas du monde peut-être quand même, mais en tout cas, il y avait des champions du monde dans chaque catégorie, que ce soit en vitesse. Il y a eu des gars comme Zarco qui se sont pointés. Voilà, c'était
plutôt sympa. C'était en fin de saison, c'était aussi un peu voilà, le temps de marquer le coup, de se retrouver tous ensemble et aussi de rigoler à travers une discipline que certains ne connaissaient pas du tout parce qu'il y avait des grands champions en vitesse qui pipaient rien en trial, il fallait leur expliquer des bases et c'est cet échange qui était plutôt sympa. Et par contre, ça faisait quand même des belles courses parce que dans chaque discipline, je le répète, il y avait quand même des champions, donc ça allait forcément vite, quoi. Et puis toi, t'as tout de suite été performant, parce que si je me souviens bien, la première fois, tu fais 4e, je crois. C'est ça, ouais. C'est ça. Et tu recommences à faire le con aussi, ouais, forcément. Voilà, j'ai recommencé à faire le con. J'étais un chevalier blanc. Je suis arrivé sur les cours, j'arrivais en cheval blanc avec une princesse, mais une vraie. C'était pas une poupée gonflable, hein, c'était Karine Silis de Moto et Motard encore. On a fait pas mal de choses avec des gens de Moto et Motard à l'époque. Et c'était ma princesse. Donc je posais mon cheval et je montais sur la moto. Je partais. Bon, j'animais, le public aimait, moi aussi. Mais au bout d'un moment, tu négliges certaines performances. Je suis parti sur une course de vitesse avec un pneu qui avait fait les essais, qui était mort. Je me suis fait dégommer sur la vitesse. Donc la course, je l'ai perdue un petit peu là. Je me suis ressaisi l'année d'après, je voulais vraiment faire les choses comme il fallait, j'ai moins fait le con, et là du coup on a plus performé et on a gagné. Ouais. Donc tu gagnes, et je crois que la 3e année, ouais. tu repars dans la vraie poilade. Ouais. Parce que là, en plus t'en as parlé de cette moto en début d'épisode. Ouais. Tu pars en 125. Ouais, bah ouais, la DTMX. Exactement. Elle a un peu la moto de ton enfance, en fait. Ouais. Et là, il y a un certain Sébastien Loeb qui est là aussi, ouais. Parce qu'en fait, comme c'était le Scorpion Master, c'était dans la moto, mais ils essayaient aussi d'inviter des gens de la visibilité, quoi. Et Sébastien était quelqu'un qui fait de la moto, qui fait de l'enduro, qui fait un peu de vitesse et qui aimait ça. Et donc voilà, il a voulu jouer le jeu et il s'est pointé. Donc avec une moto d'enduro moderne à l'époque. Et moi, ma fierté, c'est qu'à ma vieille DTMX, j'avais réussi à le battre. Mais bon, c'était pas forcément glorieux. C'est ma discipline, lui, c'est pas la sienne. Mais c'est clair que j'avais un sacré tremblement par rapport à sa moto. Donc. Et le but, c'était ça, c'est que j'avais gagné l'année d'avant, je voulais honorer mon numéro 1 et y aller qu'avec des motos pourries. Si l'année d'avant, j'avais une R1, mais là, j'avais une OW 31, c'est la vieille moto de chez M, le 3 cylindres de temps, on va dire. J'avais un 490 YZ pour faire les super motards, donc ça, c'est pareil, c'est un truc de temps super sauvage. Un 125 DTMX pour l'enduro et un 125 TY qui était en 175, on a toujours triché un petit peu, pour faire le trial. Et le but, c'était voilà, de montrer qu'avec ces motos-là, j'allais pas finir dernier dans toutes les catégories, et chose que j'ai réussi à faire quelque part parce que avec ma technique j'arrivais quand même à me passer quand même. D'autant plus que tu n'étais pas sponsorisé par Red Bull, tu n'avais pas les mêmes budgets. C'était Red Wine, c'était le sponsor officiel du Groland, c'était des bouteilles de pinard qu'on boit sous le manteau comme ça avant d'aller rouler, ça aide, ça tient chaud au cœur. On a parlé du cinéma un peu avec Mammouth. Ouais. T'as aussi fait une doublure, je crois, en 2017. Ouais. Dans un film que d'ailleurs, je t'avais dit, je l'ai vu il y a pas si longtemps. Ouais. Avec François Civil. Ouais. Qui s'appelle Burnout, c'est ça? Ouais. Et là, en fait, t'as roulé à fond, à bloc tout le temps. À fond, j'ai fait le vrai go fast en fait. C'était un film où ça raconte une histoire d'un pilote de course qui fait des courses de moto, qui a bringué dans une sale histoire avec des mafieux. Pas des gitans ou des forains, mais pas loin, on va dire. et du coup, il va être obligé, malgré lui, de faire des go fast pendant la nuit. Donc le pilote, il est de jour, mais la nuit, il devient un pilote, mais de nuit pour faire des go fast. Et du coup, toute la partie moto, c'est moi qui me le suis tapé. On m'a contacté pour ça parce que il savait que j'étais polyvalent, parce que donc comme quoi le Scorpion Master m'a servi finalement, parce que il savait que je savais faire de l'enduro, parce qu'il y avait une scène où il devait livrer de la cam avec une moto d'enduro dans une cité. Il fallait faire de plusieurs motos en fait, et c'est ma double casquette, on va dire, qui a fait que ils m'ont sélectionné à moi, et ça s'est plutôt super bien passé. J'ai rencontré Christophe Hoffenstein, qui réalisait le film pour Yann Gosselin à ce moment-là. Christophe, c'était un mec qui était passionné d'enduro et qui faisait de l'enduro dans les années 95, on va dire, ou voire même peut-être un petit peu avant, voire même avant. Mais en tout cas, on s'est côtoyé un petit peu sur le championnat de France d'enduro à l'époque, quoi. Plus mon beau-frère que moi, mais on se connaissait quand même. Et du coup, on se retrouve des années après pour être dans un truc, lui, dans son job vraiment. Donc, il est à l'image et il sait de quoi il parle. Mais ils m'ont donné des libertés de bâtard, quoi. C'est-à-dire qu'on avait des autoroutes fermées et on a accéléré aucune image dans le film. Il y a tout qui est fait à vitesse réelle. Donc, mais on a pris des vitesses de malade. Bon, j'ai roulé à 300 plusieurs fois dans des endroits où c'était autorisé, parfois un peu moins autorisé, mais on avait les autorisations et on en a profité. C'était vraiment des moments exceptionnels. Donc, moi, je montais sur des motos. J'avais un mécano qui préparait des bécanes. J'avais plus qu'à piloter et envoyer, quoi. C'est ça qu'il faut dire aussi, c'est que souvent au cinéma, ces impressions de vitesse, c'est que des impressions. Que des impressions. Alors que là, il y avait zéro impression. Parce que tu m'as dit d'ailleurs que François Civil, c'était ultra préparé pour le rôle, parce qu'il n'avait pas le permis moto à l'époque. Ouais.
il l'avait passé pour le film, Ouais. mais au final, il l'a presque pas utilisé parce que t'étais H24 sur la moto, quoi. C'est ça, c'est qu'en fait, il a vu le début du tournage, il a vu comment je roulais, comment j'intervenais sur la moto, et lui, vu qu'il était quand même néophyte, il a bien vu qu'il dit, voilà, si ça va être moi, on va voir que ben, je fais pas de la moto comme lui, quoi. Donc, voilà, il a fait qu'une scène finalement dans le film où il amène son fils à la gare, et le reste, après, il m'a laissé faire les départs, les arrivées, parce qu'il fallait que ça soit dynamique, il fallait qu'on montre que le mec, il était vraiment à fond, quoi, en fait. Et d'ailleurs, on avait fait un super truc à un moment donné. Dans le film, on voit, il y a des évolutions dans le pilotage du mec parce que quand il fait ses go fast, il le ravitaille à un moment donné. Et il y a le ravitaillement qui se fait en changeant de moto, en fait. Et ça s'est fait un grand prix, en fait. Et à un moment donné, un grand prix, il y avait qu'un mec qui faisait une chose qui était remarquable et que j'ai réussi à refaire dans le film. Ça, je l'ai proposé à Yann Gonzland pendant le tournage. C'est que j'ai fait un ravitaillement en sautant d'une moto à l'autre directement. C'est-à-dire que, en grand prix, il y avait que Marquez qui savait faire ça. C'est-à-dire qu'il arrivait avec une moto, il sautait de cette moto directement sans poser un pied au sol sur l'autre moto et il repartait. Et grâce à ça, il a niqué pas mal de ses concurrents. Et moi, à l'époque, je regardais les Grands Prix, je me disais, mais les mecs, ils voyaient bien qu'il fait ça, le mec. Pourquoi le week-end d'après, il n'y en a pas un qui le fait, quoi. Chaque fois, il descendait une moto, il remontait sur l'autre, c'était des quiches, quoi. Et donc, pendant le tournage, j'ai dit, tiens, il y a cette scène-là, on peut la refaire, je vais la proposer. J'ai réussi à le faire, c'était nickel, je suis content de moi. Nous faisons les deux avoir fait le truc. Il y avait Marc Marquez à l'époque, et après, il y avait le Chevalier dans Burnout. Et après, il y a le Chevalier. Il faut que je regarde cette scène, parce que je vois exactement le moment, c'est sur une aire d'autoroute. Ouais, je me souviens très bien de la scène. Elle est sur l'A1, tu vois, quand tu prends à Paris l'autoroute A1, c'est la première aire sur la droite, là. Là, pareil, l'autoroute était fermée que pour nous, tu vois. Incroyable. Fermée, la 1 pour ta gueule, quoi. Ça doit être fou comme moment. Fou. J'ai eu 13 km d'autoroute fermée que pour moi en Belgique, à faire des allers-retours avec une Subaru comme ça toute la nuit, quoi. Ça, c'était des moments, ouais. T'as l'impression d'être une petite souris qui mange du fromage et il est bon parce que tu peux pas te faire attraper. Tu fais des courses-poursuites, mais les flics, ils sont pour de fake, quoi, en fait. Donc, c'était bon. Tu sais que je crois qu'en plus, François Civil est assez mordu de moto maintenant, parce qu'avec Pierre Ninet aussi, un tracteur qui est très mordu de moto. Ouais. D'ailleurs, si je peux un jour faire un épisode avec lui, je le ferai. Et je te dis ça parce que je crois qu'il a été assez touché par ton travail, en fait. Parce que tu m'as expliqué même une anecdote, c'est qu'il a fait des plateaux de télé, forcément pour faire la promotion du film. Ouais. Et qu'il a insisté pour que tu sois là. Ouais. Chose qui se fait jamais, en fait. Non, surtout pour un sous-fifre comme ça, un mec qui a fait juste la doublure cascade, on n'en parle même pas d'habitude. Et là, lui, c'était Quotidien, qui le contacte pour faire parler de la promo du film. Et il dit, ouais, moi, je viens que si le mec qui a fait la même partie que moi, mais côté speed, c'est Serge Nuc, il faut le faire venir. Donc, ils m'ont appelé, ils m'ont fait venir. Et ce qui est bien, c'est que il m'avait dit un truc à la fin du film, c'est-à-dire que dès les premières nuits de tournage, parce que nous on tournait beaucoup de scènes de nuit, quand il a vu comment on s'investissait, les images qu'on avait ramenées, où on roulait à bloc, truc, ça l'a pris dans le truc et il a vu comment on s'engageait. Il avait dit, le film on se l'est porté à deux, moi je vais porter toute la comédie, mais toi t'as parti toute la partie speed du film et moto, et je le dirai dans chaque conférence de presse que j'ai fait. J'ai pas vu une conférence de presse où il a oublié de parler de moi. Le mec, il a été royal, carré de chez carré, et jusqu'à cette émission où il fait carrément monter sur un plateau où là justement ils en jouent, ils disent alors c'est vous qui faisiez tout, oui c'est moi, il dit que c'est lui qui faisait toutes les doublures, et Yann Martès lui dit non c'est pas vous qui faites les doublures, c'est lui. Et là on me voit moi rentrer dans le plateau, et à ce moment-là il me présente et il dit que voilà, c'était vraiment le film, on se l'est partagé, et c'était vraiment super enrichissant, une super expérience, et encore une fois à fond, quoi. C'est ça qui était bon, quoi. T'as transmis la passion de la moto à ton fils, mais t'as transmis aussi un peu la passion du cinéma, en tout cas de la comédie. Parce que ton fils a déjà joué dans un film, alors qu'il a 17 ans. Hein. Ouais. Il a joué avec qui? Parce qu'il a pas joué avec des peintres non plus. Ouais, non, c'est avec Vincent McCain et Jonathan Cohen, dans un film qui est sorti là il y a pas très longtemps, encore avec les amis grolandais, parce que Gus et Michael Cull font régulièrement des films, en gros une fois par an, voire une fois tous les 2 ans, et dès qu'ils peuvent, ils essaient de mettre une scène de moto. C'est pour ça que depuis Mammouth, moi j'apparais de façon récurrente sur des films, sur des passages, ou parfois c'est juste pour porter des caméramans, mais ils essaient dans tous les cas d'intégrer un petit peu de moto. Et là ils ont voulu en l'occurrence faire jouer Joey, où ils portaient les 2 acteurs qui dans le film sont collés ensemble, hein. Donc là ils étaient à 3 sur un 50, voilà, c'était plutôt rigolo. Il y a un événement qui a été un peu tragique, et en même temps, quand tu m'en as parlé, j'ai trouvé ça presque drôle et poétique. Ouais. C'est le décès du président de Groland. Ouais, elle est là, lui, là. Elle est là. Et le fameux président. Ouais. Qu'est-ce qui lui arrive en fait? Il est mort au travail, mort au combat. Comment ça? Accident de travail, je suis dans les escaliers, tu vois, en redescendant de ma tour, là. On pourrait très bien tomber la tête en avant. Voilà, mais sauf que avant, il y a eu un apéro un peu costaud. Il était cartable, quoi. Voilà, il est cartable. Et la tête était trop lourde et elle est descendue en premier. Ah oui, donc c'est un vrai accident de travail. C'est un vrai accident de travail. Et je te dis, il est mort au combat, quoi, en fait.
splendeur de l'esprit grolandais. Il a fait plusieurs mois de coma et après, il est parti malheureusement. Ouais. Et ce qui est dommage aussi pour toi, c'est qu'il t'avait fait une promesse par rapport au Scorpion Masters. Ouais. En fait, le Scorpion Master, c'était quand même une course sur circuit où on faisait comme à la télé, où ils ont les ombrageurs, et il y a une pré-grille juste avant le départ de la course pour montrer un peu les sponsors, les tenues et les filles en mini-jupe. Et moi, je voulais pas du tout une fille en mini-jupe. J'avais rêvé, et j'en avais discuté avec Christophe lors d'une soirée grolandaise. J'aurais aimé qu'il soit habillé en drag queen, à me tenir un drapeau, quoi, avec des talons de 30 cm, vraiment au-dessus de tout le monde. Et ça aurait fait vraiment le buzz, quoi. Mais on n'aurait pas pu faire ça avant, puisque il est parti avant. La tête en avant. La tête en avant. La tête en avant. Ouais. Et tu vois, genre, ça me fait penser à autre chose, c'est que le cinéma, en fait, j'ai l'impression que là, on a passé la journée ensemble, tu m'as raconté plein d'histoires aussi en off, et tu m'as notamment parlé pendant le confinement, de ce touquet que vous avez organisé avec ton fils. Donc en fait, vous avez même pas besoin d'équipe de tournage pour vous amuser. Le cinéma, c'est à la maison direct. Ouais, c'est ça. C'est quoi l'histoire? Parce que le touquet est annulé. Ouais. Donc, on rentre sur le coronavirus, etc. On connaît toute l'histoire, on va pas la refaire. Tout est annulé. Toi, t'es dégoûté. Ouais. Et qu'est-ce que tu fais comme backup? Avant, en fait, j'avais persuadé Yamaha. C'est-à-dire que Yamaha, qui me suit un peu tout le temps, je voulais faire l'autre shot du Touquet, avec une moto préparée. Je voulais me préparer un 450 super motard, pas super motard, mais avec un turbo compresseur, un truc qui prenne 200 à l'heure sur la plage. Et je voulais faire un buzz avec ça pour mes 50 ans. J'avais jamais fait le Touquet. C'était l'occasion de voler le départ. Surtout, je voulais voler le départ et virer en tête au bout. Et j'ai dit, si jamais ça se fait pas parce qu'on n'était pas sûr qu'il puisse se faire à cause des problèmes de la crise sanitaire et tout, je le ferai chez moi. Pourquoi chez moi? Parce qu'en fait, pendant le confinement, j'ai été le premier ou le seul à organiser des courses chez moi, puisqu'il n'y avait plus rien qui se faisait. Les gens se faisaient chier. Nous, avec mon fils, on a créé un petit circuit au fond du jardin. On a fait en live, on branchait le téléphone et on se filmait en train de faire des courses père-fils. On a fait poiler les gens parce que j'avais scénarisé un petit peu ça, avec des petits sketchs, des conneries qu'il y avait à mettre en place et tout. Et on a fait 3 épisodes qui ont bien marché, puisqu'on s'est retrouvé au début 10-15 000, mais il y avait presque 20-30 000 personnes dans le dernier opus qu'on a fait. Et vu que ça avait marché, tiens, pourquoi on ferait pas vraiment en live? Là, à ce moment-là, avec l'enduro du Touquet, effectivement, quand on annonce que le Touquet est annulé, c'est le speaker officiel, qui est un ami à moi du Touquet, qui met un post en disant, voilà, Touquet annulé. Moi, je dis, je suis vénère, mais par contre, si je le fais chez moi, est-ce que tu viens? C'est parti de là, quoi, d'une lettre, d'un échange, où lui, il me dit, de toute façon, oui, si tu fais un événement chez toi, je viens speaker, quoi. Même s'il y a personne, puisqu'il n'y aura pas de public, ce sera privé, donc il vient speaker. Et ça, j'ai envoyé cet échange-là à Yamaha, qui m'a suivi banco en me disant, combien il te faut de sable? Donc voilà, j'ai commandé 100 tonnes de sable, on a fait livrer le sable, on a fait des bosses, on avait tout prévu pour faire poiler les gens. On a essayé de faire comme pour l'histoire du Touquet, c'est-à-dire qu'il y avait un parc fermé. Dans le parc fermé, les mecs, ils montent sur les motos, ils commencent à se bousculer, ils se font tomber, ils passent la rue Saint-Jean. Donc on avait printé une rue Saint-Jean dans les escaliers. On avait fait un faux départ, un vrai départ, pardon, le long de la piscine, où là c'était carrément un jet ski qui était dans la piscine avec un flyboard. Flyboard, c'est le mec qui sort de l'eau, propulsé par l'eau et qui donne le départ de la course. On avait créé un entonnoir, tout un buzz pour faire passer un bon moment aux gens. Ça a duré une demi-heure, un petit spectacle rapide et pour rigoler, quoi. Et c'était interrompu par les flics qui sont arrivés, ont arrêté tout et ça s'est fini comme ça, voilà. D'ailleurs, t'as un dessin juste derrière toi. Ouais. De ce moment-là. C'est ça, ouais. Donc ça, c'est ton fils. Ouais, ça c'est mon fils, ouais. Toi, t'es juste derrière. Ouais. Et ce que tu me racontais, c'est que vous avez réussi à reproduire cette image. C'est fou. Alors qu'elle a été faite avant même, c'était l'affiche en fait. Ouais, c'est l'affiche. Ça, c'est Yann Renaud, pareil, c'est un dessinateur très talentueux. Très talentueux dans le BMX, dans la moto, dans tout ce qu'il fait, dans tous les cas. Il a un coup de crayon de malade. Et c'est lui qui m'avait fait cette affiche-là parce que on voulait bien faire les choses, on voulait présenter le truc. Donc on avait fait une affiche bienvenue à l'enduro du Touquet parce c'était l'enduro du Touquet, du barge, quoi. Et le dessin, je lui ai envoyé des photos de ma maison, des photos de nous. Et voilà comment ça va être. Lui, il a dessiné ça. Et après, j'ai dessiné presque ma piste en conséquence de ce qu'il avait envoyé là avec les bosses et on a réussi à créer la même chose, quoi, en fait. C'est-à-dire que on a la photo où il y a mon fils qui saute, moi je suis en travers comme ça avec la maison alors que le dessin avait été fait avant. C'était prémonitoire, quoi, en fait. Incroyable. C'est génial. Incroyable. Et ça a cartonné en plus parce que il y a plein de gens qui vous ont ça a marché. Il y a eu plein de gens qui nous ont suivis, qui ont rigolé avec nous, si bien que même après la vidéo avait été dynamitée du truc parce que il y avait un coup de fusil à un moment donné. On avait carrément dans mon scénario fait le voisin mécontent qui vient et qui gueule parce qu'il y a du bruit autour de chez lui et qui était revenu et qui avait tiré des coups de fusil. Et en mettant les coups de fusil, on s'est mis un coup de fusil puisque quelque part ils ont coupé l'antenne. Ils ont plus voulu qu'on diffuse. Forcément, ton délire un peu déjanté, ça rattrape aussi le délire déjanté de certains youtubeurs actuels. Ouais. Je pense à La Boiserie. Ouais. Tu sais que tu connais, que je connais aussi. D'ailleurs, petite exclusivité, je vais sortir quelque chose avec lui prochainement.
T'as des projets un petit peu prochainement avec lui? Ouais, on s'est rencontrés il y a pas longtemps, juste comme ça, timidement, il m'a dit bonjour, et au début, en plus, je pense qu'il m'avait pas reconnu, donc je dis, bon, il sait même pas qui je suis, en fait, et voilà. Alors que lui, en fait, finalement, quand il m'a serré la main, il était presque gêné de me serrer la main, donc il a presque un peu baissé les yeux en se disant, mais voilà. Mais moi, j'ai pas senti comme ça, je dis, bon, il a vu passer un mec, j'avais trouvé ça bien qu'il salue n'importe qui, quoi, en fait, parce qu'il m'avait dit quand même dit bonjour, donc, bah, voilà, et au moins, il dit bonjour aux gens, déjà, c'est déjà bien. Et en fait, juste après, ben, il y a un échange, on fait une photo et c'est gueux parce que lui aussi, il a plein de gueux sous lui qui le motivent. On dit, ben voilà, ce serait bien de faire un truc avec le chevalier. Et il m'a avoué aussi, comme toi, que vous avez été bercé par les vidéos qu'on a fait pendant un certain temps où on était décalé, on faisait des actions un peu débiles et ça lui a donné envie, forcément à lui, comme à d'autres, de se lancer dans des choses comme ça et qui font mieux que nous en fait parce que eux, ils en font vraiment leur métier, ils le vivent à 100%. Donc c'est possible qu'on voit des projets arriver entre The Chevalier c'est pas impossible. Et la boiserie, quoi. Ouais, la boiserie ou Donovan, là, son gitan méchant, là. Moi aussi, je suis méchant, là. Je pourrais lui faire bizarre aussi à ce Donovan. Ça va respirer l'intelligence. Ouais, je pense. C'est clair que c'est les gens de chez MX Test qui ont fait qu'on s'est retrouvés en relation ensemble et quand ils ont su qu'on avait accroché, ils se demandaient si c'était vraiment la meilleure chose qui puisse arriver pour le peuple parce que, voilà, je dis, voilà, non. On va rassasier le peuple. Si le peuple demande à ce qu'on fasse des conneries, on va essayer de les rassasier en faisant de la merde. Hein. Parce que parmi les autres youtubeurs avec qui t'as pu bosser, t'as fait aussi du contenu avec Sarah Lesito, qui est très proche d'ailleurs de la boiserie. Ouais. Et aussi avec Villebrequin. Alors ça, c'est plus un cadre officiel, c'est via Yamaha, c'est ça? Ouais, Yam qui m'a demandé d'encadrer une journée parce que Villebrequin voulait faire une vidéo à travers la moto et donc je suis monté les éduquer à essayer de faire un peu des roues arrière parce qu'ils voulaient faire Dreux Paris en wheeling comme un Y comme un cross bitume mais bon. Et alors le talent était présent ou pas? Ouais, le talent dans la connerie oui parce qu'ils ont de l'humour et du bon humour donc ça c'est certain. Après la mise à l'épreuve ça n'a pas été les caisseux dans tous les cas. La moto ça colle pas quoi. Non. Ça colle pas. Non. Tu sais que moi j'ai quelque chose qui me taraude l'esprit par rapport à tout ce que tu as pu raconter, par rapport au fait que j'ai l'impression que t'es passé un peu au travers des blessures, on en parlait tout à l'heure. Ouais. C'est quoi un peu ton secret pour, à bientôt 52 ans, c'est ça? Ouais. Rouler toujours à bloc quand tu roules, pas te soucier de quoi que ce soit, alors qu'en général, à ton âge, en fait, tu as tellement de blessures que tu peux plus faire ça. Ouais. Cette insouciance, et en même temps où j'ai l'impression que c'est calculé. Ouais, exactement. Ouais, mais tout est calculé en fait. Et beaucoup, en plus, avec l'image que j'ai générée à un moment donné à cause des vidéos ou grâce aux vidéos, on va dire, je sais pas comment il faut dire, mais les gens, pour eux, Serge Nuc, c'est un fou en fait, puisque dans les vidéos, ils m'ont vu faire des trucs de fou, ils disent c'est un fou. Donc souvent après, quand ils viennent me rencontrer sur mes stages de pilotage, ils s'aperçoivent qu'il y a toute une pédagogie derrière, que bon voilà, on n'est pas complètement fou. C'est le deuxième effet qui se coule, mais j'ai une image d'un peu un peu barjot, alors que c'est pas le cas. Et voilà, je me suis quasiment jamais cassé. En course, sur route, quand j'ai fait les championnats de France de rallye routier et compagnie, je suis jamais sorti. J'ai jamais fait aucune sortie de route ou quoi. Donc tout ce que je faisais, c'était calculé. Par contre, je le calcule dans des endroits où c'est chaud. C'est-à-dire que ça, c'est un truc que j'ai donné aussi à Lucas Maillas. C'est souvent, en fait, où les autres hésitent. Et là, c'est là que toi, il faut que tu sois le plus fort, en fait. Les endroits où il faut des couilles, c'est là qu'il faut justement les sortir vraiment. Et c'est parfois là que tu fais le plus de différence. Je sais que sur certains mototours ou certains rallyes routiers, à des moments où j'ai pris 200 dans des routes, mais vraiment toutes étroites, parce que à des moments, je faisais des courses avec des hypersports. Waouh, là, quand tu fais ça, tu sais que tu es le seul à le faire parce que c'est même déraisonnable. Mais c'est juste un petit secteur où là, tu vas vraiment exploser et après, tu te canalises, quoi, en fait. Mais... Donc, tu veux dire qu'en gros, il y a des secteurs où tu es en hyper risque. Ouais, voilà. Donc là, si ça passe pas, c'est presque ça pourrait être dramatique. Ça peut être la mort assurée, quoi. Ouais. Par contre, tu te dis qu'il y a peu de mecs qui vont avoir les couilles de faire ce genre de choses-là, quoi. Et du coup, c'est là que tu fais de la diff, quoi. Et donc, en fait, tu dirais que tu as des périodes plus courtes d'hyper risque par rapport à d'autres pilotes. Exactement. C'est à 2-3 endroits que tu vas prendre vraiment les gros risques pour faire la diff, quoi. Tu sais que ça me fait penser même aussi aux pilotes on en parlait du Tourist Trophy, donc qui est sûrement, clairement, la course moto la plus dangereuse au monde, toujours à l'heure actuelle. D'ailleurs, c'est fou que ça existe encore. En fait, c'est pas du tout. Ah oui, clairement. Il faut que tu ailles le voir. Mais je vais aller le voir. Je vais en profiter avant que peut-être que malheureusement ça disparaisse. Faut que j'aille vite. En fait, c'est pas du tout des tarés, la plupart des pilotes. C'est des mecs qui, justement, ont une mesure des risques. Complètement. Parce qu'ils ont une famille et parce que, en fait, c'est des professionnels, tout simplement. Ouais, complètement. Et je sais que quand moi je l'ai fait, le Tourist Trophy, la star à l'époque, et ça l'est encore, mais c'est John McGuinness qui en avait gagné je sais pas combien. Moi, j'étais nouveau sur l'île, ils savaient pas qui j'étais ou je pense pas, mais il est venu me voir avant pour m'expliquer comment ça allait se passer, qu'il fallait que je prenne mon temps et y aller tranquille. Et tu vois, ce côté-là, quand le mec qui gagne ça, il vient t'expliquer ça gentiment et compagnie, tu te dis, waouh, le mec, il est tout sauf taré, tu vois bien qu'il est posé, il t'explique, déjà, il se présente, quoi, en fait, tu vois,
Et quand toi, t'as fini ta course, lui, il vient de gagner la course, il a encore les lauriers autour, et la tradition qu'avait fait Joe Dunlop, c'est magique, ça aussi au Titi, c'est dès que t'as fini, tu vas au bar boire une pinte, en fait. Et lui, il est le premier à être arrivé, on va dire, parce qu'il est premier, et tous les mecs qui rentrent, c'est des mecs qu'il a battus, mais avec qui il va venir trinquer. Donc, même toi, si t'arrives dernier, il va venir trinquer sa pinte avec toi, et il va te demander, alors, comment ça s'est passé ta première course et tout. Tu vois, j'en ai des frissons parce que c'est une vraie marque de respect, quoi. Je pense pas que si j'allais faire un Grand Prix, que Rossi serait venu trinquer avec moi sa bière pour me dire putain c'est bien ce que t'as fait, quoi. Là déjà de rentrer à bon port, lui il est content en fait. Ça fait il y a un mort de moins sur l'île, tu vois. C'est parce qu'ils y tiennent aussi à leur course et ils sont respectueux. Mais sur la sécurité ils jouent pas, quoi. Donc le mec vient de te prévenir. Le contrôle technique est fabuleux aussi. Autant moi j'étais un vrai branleur quand j'ai fait des courses en France, j'ai toujours triché sur des contrôles techniques. J'avais des motos vraiment homologuées. J'ai toujours eu des faux papiers. J'avoue, excusez-moi les gens de la Fédé, mais le seul contrôle technique qui m'a fait un jour rendre heureux, c'est celui du Tourist Trophy. Ma moto, je leur ai donné, et là ils ont pris ma moto, ils l'ont branlée dans tous les sens et ils tiraient sur les câbles, ils tiraient sur les freins pour voir s'il y avait tout qui était accroché. Ils ont même des clés, ils contrôlent si t'as bien serré les boulons. C'est un vrai contrôle technique pour ta sécurité, quoi. S'il y a une faille sur la jante, ils vont aller le voir. Alors quoi, en contrôle technique, tu vois ce que je veux dire, c'est que voilà. Et là, tu joues pas avec la sécurité là-bas parce que il y en a pas, mais ils essaient de la limiter. Donc ça, c'est quelque chose, quoi, là-bas. Oui, puisqu'il faut réaliser aussi, je dis ça pour encore une fois les personnes qui sont pas trop au fait de cette course, c'est qu'il y a plein de pilotes de MotoGP et encore plus maintenant qui refusent totalement d'aller dans ces courses-là. Hein. Complètement. Parce que c'est... Le mieux, c'est qu'Emre Rossi, c'est lui, il a été faire un tour avec une moto, une R1, il a fait un tour, et il a pris conscience de, moi, ce que j'ai vécu. La première fois que j'ai fait un tour avec une R1, je dis, mais qu'est-ce que c'est ce truc? Tout droit. T'as l'impression que c'est toujours tout droit, en fait. C'est jamais tout droit parce que c'est que des enfilades. Mais toi, dans les gaz, je te dis, la vitesse de croisière, elle est entre 220 et 260. À cette vitesse-là, mais ça trace. Et tu dis, mais quand je vais connaître, qu'est-ce que ça va être? Parce que là, je vois bien que c'est droit, je suis à l'arrêt, mais quand je vais commencer à envoyer, ça va être quoi? Et c'est ça, c'est de voir que c'est un circuit qui était hyper rapide à l'époque et qu'il y est toujours et qu'il y est de plus en plus parce que la qualité du bitume s'améliore et les motos, elles progressent, quoi. Ce qu'il faut savoir quand même, à l'époque d'Agostini qui gagnait les Grands Prix, moi, la première année, j'étais champion de rien du tout. Lui, il était champion du monde quand il gagnait cette course-là parce qu'elle faisait partie du championnat du monde. J'ai roulé 4 minutes plus vite que lui au tour, quoi. En fait, eux, ils roulaient en 24-25 minutes, quoi, au tour. Et nous, à l'époque où j'étais, la qualif, il était en 21-50, en 21. Veut dire maintenant, c'est en moins de 20 minutes qu'il roule. Tu vois, comment ça a progressé, c'est complètement dingue, quoi. Tu veux dire qu'en fait, au fil des années, on pourrait approcher des 15? Ça te paraît possible? Oui, ça va venir. Là, ils sont en 16 et quelques, je pense, maintenant, là. C'est fou. C'est fou. Ça passe que le matériel progresse et maintenant ils en sont à utiliser les tractions contrôle à fond. C'est-à-dire que dans les virages ils sont à fond. L'électronique gère la glisse pour eux et on le voit, ils savent l'utiliser, quoi, carrément. Ouais. Mais je peux comprendre effectivement que les pilotes de MotoGP veuillent pas forcément s'aventurer là-dessus, sachant qu'un Valentino Rossi était déjà rock'n'roll par rapport aux autres. Hein. Ouais, bien sûr. C'est un aventurier, le garçon. Bien sûr. Mais après voilà, c'est anti-sécurité. Tu sens que une demi-seconde d'inattention, t'es mort. Tu sais que si tu fais un oubli, une merde ou quoi, ça explose. Tu le sens de suite. T'es sur un siège éjectable, quoi, en fait. Sauf qu'il y est pas, justement. Et t'aimerais qu'il y soit pour pouvoir t'enlever de la connerie quand tu dois la faire. Moi, je me suis fait une grosse chaleur quand tu avais eu peur. Je me suis fait une chaleur sur le parcours réellement. Allez, j'en dirais deux. Une dans la montagne, donc c'était moins dangereux que la partie hostile de la ville où là tu sens que les murs sont plus présents. Dans la montagne, tu sens un peu plus de liberté, plus d'espace, donc t'as plus envie d'envoyer. Et je suis arrivé beaucoup trop vite dans une courbe, j'ai tout couché, c'est passé. J'ai fini au ras de l'herbe. Depuis, en regardant des vidéos, j'ai vu pas mal de pilotes se cracher là-bas. Ça montrait bien que ce virage-là, il se referme un peu plus que les autres. Donc je me suis fait surprendre par ce truc-là. J'ai eu vraiment peur, je croyais que ça sortait. Et après, il y a une autre anecdote où je suis avec Marc Granier. Et là, pareil, on roule, on est en train d'asmater, on doit être à 240, 250. Et d'un trottoir à un trottoir. Et à un moment donné, je sens que ma moto, elle tire sur le côté, comme ça. Et elle est comme un peu aspirée. Et je tourne la tête, mais je fais juste ça, quoi. Et quand je fais ça, je vois à ma hauteur un garde-boue avant jaune. C'était la Honda officielle. C'était Martin Finnegan à l'époque, qui roulait sur une Honda jaune, là. Qui me déboîte. Donc, j'ai fait ça, mais j'ai quitté la piste une demi-seconde pour regarder ça. Et en quittant la piste, lui, quand il m'a doublé, lui, il est passé à ça du trottoir, mais moi, je suis passé à ça du trottoir. Et sur le moment, mais j'ai eu peur, et c'est à cause de lui que j'ai fait cette connerie, parce que j'ai regardé à côté. Donc, moi, mon réflexe, j'ai dit, connard! Et j'ai fait ça, mais à 250, le doigt, il a fait ça. Tu vois, sur le moment, j'ai dit, connard! D'accord. On sort pas le doigt à 250 à l'heure. On peut pas faire des fucks. Ah, t'arrives quand même à avoir cette réaction. Ah, oui, attends, sur ce truc-là, j'ai failli me cracher. J'ai dit, c'est pourquoi,
je comprenais pas qu'est-ce qui s'était passé. Je savais pas s'ils étaient venus me toucher ou pas. Mais c'était simplement un phénomène d'aspiration. C'est quand je te disais que ma moto était aspirée vers la droite, c'est parce que lui s'était servi de mon aspi. Et à ces vitesses-là, il y a des mouvements dans des turbulences qui fait qu'il m'avait aspiré vers lui, quoi. Et ça m'était jamais arrivé ailleurs, quoi. Donc c'était ma première, quoi, si tu veux. T'en as reparlé avec lui après autour d'une bière? Non, j'en ai parlé avec Marc Granier, le pilote français qui était derrière moi, qui lui a le record, je pense, de participation au Tourist Trophy parce qu'il en a je sais pas combien, il en les a fait depuis des années. C'est un motard de la police française et lui était derrière moi. Et quand il a vu ça, il m'a dit dis donc, Finnegan parce qu'il parle tout doucement, Finnegan quand il t'a doublé, c'était chaud quand même. Putain, mais tu crois que c'était chaud? Ça m'avait pas calmé, je peux te dire, ça m'avait mis un coup de sang, quoi. T'es pas allé le voir après Finnegan? Non, et je pourrais plus aller le voir maintenant parce qu'il s'est tué sur les courses de route après. Tu vois, c'est des trucs voilà qui font que je me dis si j'ai arrêté, c'est peut-être pas en mal parce que depuis il y a des mecs avec qui j'avais partagé des choses et qui sont partis après. Maintenant, tu en parlais, tu t'occupes d'une école. Ouais. Enfin, en gros, tu formes, en tout cas, tu proposes des formations un peu aux différents terrains de la moto. Ouais. Pour former justement des pilotes un peu complets. Ouais. Qui soient plus sécuritaires et puis prendre du plaisir un peu partout. Ouais. Et en parallèle, tu fais rouler donc Joey, ton fils. Ouais. Qui est donc engagé sur le championnat de France de sable, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ça va, niveau moto, le fait de maintenant plus vraiment pratiquer et de faire pratiquer les autres, ça te frustre pas? Ça me va parce que j'ai déjà vécu ça quand moi j'avais un peu freiné, quand je me suis occupé de Lucas Mayas, parce que j'ai vécu de la course en procuration, en plus dans un secteur que je connaissais beaucoup moins, c'était vraiment dans la vitesse. J'ai vécu ça avec lui et maintenant je vis des courses par procuration avec mon fils aussi, parce que ça me fait kiffer de le voir rouler, il fait ça sérieusement, il s'entraîne comme il faut, sa progression est plutôt bonne, donc c'est plutôt motivant et sympa à vivre. Ça fait flipper parce qu'il y a le côté danger de la chose, toujours pareil, mais bon voilà, plus ça va, plus je lui fais confiance, plus c'est maîtrisé. Il a toujours respecté les consignes, c'est on commence doucement et on termine à fond. Et il a toujours fait ça et ça marche. C'est-à-dire que voilà, c'est tout ça. Ça veut dire qu'il faut toujours pratiquer avant de rouler un échauffement, se mettre un peu dans le rythme. Et après, si tu veux attaquer, c'est à la fin que t'attaques, mais t'attaques jamais à froid comme un benet. Sinon, tu vas te casser des os. Il va se passer des choses qui seront pas bien pour toi, quoi, en fait. Donc voilà, c'est des bons échanges pour l'instant. Mais je touche du bois. Il s'est comme moi jamais trop cassé grand chose, donc pas trop de gros bobos, pas trop de gros crash, et pourvu que ça dure, quoi. Ouais, j'espère qu'il va hériter effectivement de ce capital. Maîtrise des risques, intelligence de course. C'est un peu comme ça pour l'instant, je le sens vraiment de cette façon-là. Ouais. Son but, c'est quoi? C'est d'être pro, comme toi, en fait, faire de la moto H24? Au début, c'était qu'un jeu, un loisir, et en fait, il se rend compte que maintenant, ça peut devenir un métier si tu t'en occupes bien ou pas bien, ou si t'as les moyens, parce que si t'as les moyens, t'as pas besoin de travailler, et si papa et maman peuvent te payer ça tout le temps, nickel, mais nous, on n'aura pas forcément la force de pouvoir faire ça, il faudra trouver des partenaires qui nous aident et continuer à entretenir le GRT, parce que nous, on a envie qu'ils performent, qu'ils puissent s'exprimer, et puis voilà, moi, c'est un petit peu mon regret, c'est que j'ai commencé tard. Aujourd'hui, j'ai pas un titre de champion du monde, mais je suis un champion de la connerie et j'ai battu des champions du monde à des moments. Lui, si ça peut l'aider un peu en commençant plus tôt et s'il peut aller au bout de ce qu'il a envie de faire, c'est mon but et son but aussi. Voilà, c'est se faire plaisir dans tous les cas et avoir des bonnes sensations et varier les plaisirs aussi, je pense, c'est important. Ouais, il hérite quand même de ton expérience, de ton côté complet. T'as un pied dans la moto, même plus qu'un pied, t'as les deux pieds. Alors que toi, à la base, quand t'as débuté, t'avais personne. Mais personne, ouais. Donc c'est pour ça. Il a gagné déjà 10-15 ans. Ah ouais, facile. Ça. Ouais, ça, sans aucun problème. Donc il a tout pour que ça marche. Ouais, je pense que ouais. Puis, a priori, il y a que ça qui l'intéresse, de toute façon. Donc, ouais, la mécanique, c'est pas encore trop son truc, quoi. Il commence maintenant à serrer les boulons un peu plus facilement avec ses doigts. Mais au début, tu sais, quand t'as la main qui trappe, quand tu serres les boulons, c'est pas forcément kiffant. Après, quand tu commences à maîtriser un peu mieux ton sujet, c'est mieux. Et quand tu emmènes des gens un peu découvrir différentes disciplines en moto, c'est quoi un peu le principe? C'est tu viens avec ta moto perso? Ouais. Et ça part en balade? Ouais, j'ai plusieurs formules. En fait, dès que j'ai gagné les courses, que ça soit le Moto Tour ou le Tourist Trophy, quand j'ai fait le Tourist Trophy en 2005, 2006, vu que j'avais un brevet d'état pour pouvoir donner des cours de moto, j'ai vite lancé cette école-là. Ça s'appelle Sur les traces du chevalier. J'accueille chez moi au Pays Basque, on va dire, les gens de toute la France pour faire de la moto ensemble. Donc le premier jour, c'est une balade sur la route avec des conseils. On va faire 250 km, on va faire des pauses toutes les demi-heures pour regarder le paysage parce qu'on monte sur des points panoramiques. On profite du paysage, mais je parle de pilotage, comment aborder une épingle à cheveux. Pour des gens qui n'ont pas l'habitude d'utiliser une moto en montagne, c'est quand même des précieux conseils qui vont leur permettre de se sentir plus à l'aise. Pour moi, le plaisir, c'est ça, c'est de se sentir à l'aise. Mais il faut pas être trop à l'aise. C'est-à-dire que moi, quand je roule en moto, j'ai toujours peur quelque part. Peur où je suis un requin, j'essaie de déminer tous les pièges de la route, d'être toujours attentionné. Tu peux pas être relâché à 100%. Mais il faut trouver quand même du relâchement et du plaisir. Sinon, moi, quand j'ai eu l'idée de faire ça, c'est parce qu'un jour, j'ai encadré une journée de
Parisiens entre guillemets qui venaient découvrir les Pyrénées et qui regardaient que leur compteur, pas pour regarder la vitesse, mais parce qu'ils savaient pas regarder loin, et étaient trop figés à regarder proche et ne savaient même pas regarder le paysage. Alors que moi, faire de la moto, c'est partager des choses, profiter des plaisirs de pilotage, mais aussi de paysage à des moments et être capable de les regarder. Et pour ça, Chani, il faut leur apprendre des choses à ces gens-là pour qu'ils se sentent plus à l'aise. Et c'est ce que j'ai l'impression de faire depuis 15 ans, où les mecs arrivent, ils sont un peu tétanisés, et quand ils partent de 2 jours de stage avec moi, parce que le deuxième jour, on fait là du vrai pilotage sur circuit, où on va leur apprendre à freiner, à travailler leur mobilité sur leur moto, apprendre à mieux maîtriser sa bécane, mais tu te sens plus aguerri, quoi, en fait. Pas pour aller plus vite, c'est simplement plus maître du véhicule. Quand je parlais du requin tout à l'heure, c'était pour déminer les pièges de la route, mais c'est aussi pour dire que je suis après aussi, je suis un félin quand il faut, intervenir, parce que j'ai travaillé certains sens, en fait. Je me suis aiguisé, on va dire, les griffes, quoi, en faisant un stage de pilotage. Mais toujours avec le côté fun aussi, parce que tu viens un peu, c'est comme McDo, venez comme vous êtes. Ouais. Si t'as une Goldwing, tu viens avec ta Goldwing. C'est ça. Et si le mec qui se débrouille bien avec sa Goldwing, pas de souci. Et s'il fait de la merde, on va le prendre en considération et on va en rigoler. Et on va souvent, ceux qui sont en difficulté sur mes stages, on va plus en rigoler que se moquer d'eux, mais c'est pour en se moquer d'eux, pour les titiller. Et ça marche. La formule, elle marche parce que j'arrive à les décontracter, en fait. Ma force, elle est là, quelque part, c'est que je sais être sérieux, mais je sais aussi rigoler pour débloquer ceux qui sont bloqués, pour que tout le monde reparte avec le sourire en fin de ces 2 jours. Tu sais, je te l'ai montré tout à l'heure en photo. Je viens de m'acheter une Pacificos, donc c'est littéralement un paquebot. Tu veux venir avec ça, c'est ça? Mais j'aimerais bien, parce que tu vois, j'ai un Africa Twin à côté, un RD04. Mais un Africa Twin, c'est facile, tu vois. C'est pas compliqué. La Pacifico, c'était une autre histoire. Ça peut être pas mal. Et je crois que tu l'as déjà eu ou pas, cette non, moto? pas celle-là. Il y a que toi qui as ça. Je savais même pas que ça pouvait exister. Mais j'ai déjà eu une Goldwing où un mec, il est venu, sur la route, il y a aucun problème. C'est une très bonne moto de route, la Goldwing. Sur le circuit, forcément, il a vite trouvé les limites de la bestiole. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, un certain degré d'inclinaison, ça touche les carénages. Et à ce moment-là, il a vite compris que sa moto, elle pouvait pas aller plus loin. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis le son de la radio un peu plus forte et il s'est baladé en frottant un peu moins, mais en écoutant plus la radio. Mais son kiff à lui, c'était d'un jour de pouvoir rouler sur circuit. Nous, on lui a permis et il s'est régalé quand même. Il doit en garder une expérience encore. Écoute, je vais voir avec quoi je vais venir, mais c'est sûr que je vais le faire. Ouais, cherche. Je pense que le problème de la Pacifico, c'est que premièrement, j'ai pas la radio. Donc si je dois monter le son, je suis dans la merde. Ouais, donc voilà. Je le mettrai dans le casque, mais ça y a personne qui va entendre. C'est ça. Et deuxièmement, je crois que je pense, j'ai pas assez roulé de Goldwing, mais je pense qu'en termes d'équilibre, c'est moins bon que la Goldwing. Ah, peut-être aussi. Et en plus, tu sais, les carénages sont très bas et c'est surtout, c'est des carénages qui pètent tout de suite. Ouais, donc il faut pas que tu prennes ça alors. Bah ouais, mais c'est drôle en même temps. Et comme tu veux. Et en plus, elle est ta collection là. Donc c'est nickel. Si je la tombe, c'est mort. Je pleure. Je pleure. Mais en tout cas, non, il faut vraiment qu'on fasse ça. Avec plaisir. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour finir un peu cet épisode, que ce soit niveau pro, perso, familial? Rien, parce que dans tous les cas, je suis chevalier, je le resterai à vie, et puis voilà, le jour où je repartirai, je serai plus chevalier, mais jusque-là, je suis chevalier, je suis heureux. On vit avec des petits moyens, Groland, c'est ça, c'est quand même la plus vieille émission de Canal+, il faut quand même le savoir, mais voilà, c'est un tout petit truc d'un Canal+, c'est extérieur de Canal+. Moi, je suis encore un peu plus extérieur que Canal+, donc ça reste très, très simple, humble, et rester comme ça, c'est la meilleure chose qui puisse nous arriver, quoi, en fait. Merci Serge pour ce moment et merci de nous avoir accueillis avec Vincent qui est en train de taper la meilleure sieste de sa vie sur le lit à côté, puisque on a vraiment beaucoup roulé, on s'est levé super tôt. Mais qu'est-ce que ça valait le coup. Merci pour ce moment. Ça marche. C'était incroyable. Je pense que tu pourrais me raconter encore des anecdotes pendant 3 heures. Toi, sur nos boîtes à gants, j'ai déjà jeté un pétard à mèche dans les boîtes à gants. Sur les voitures de location, on faisait ça. À un moment donné, on n'en trouve plus des pétards à mèche. C'était génial. Vrai, t'as raison, en plus. On en jetait partout avant. Et justement, c'était l'époque où des grands prix dans les années 2000, on en avait tout le temps sur nous. Dès qu'il y avait une queue d'attente, tu jetais des pétards à mèche, ça créait la confusion, tu doublais des gens à la queue. Et tout ça, on peut plus le faire à cause de ces conneries d'attente. Et une fois, à un moment donné, la connerie, c'est que on était en voiture et on allume un pétard dans la voiture, la vitre se ferme et je savais plus quoi faire du pétard. J'avais ouvert la boîte à gants, je l'avais jeté dans la boîte à gants, j'avais fermé et la boîte à gants était décrochée. Donc quand tu m'appelles dans la boîte à gants, je pense toujours moi à ce pétard qui m'a décroché un jour la boîte à gants. Et je souhaite en tout cas que notre boîte à gants explose pas. Voilà. Alors déjà, elle a reçu une petite bite au niveau du clap de cinéma, donc déjà c'est top. Elle est baptisée quoi. Premier film porno pour la boîte à gants en fait, dans la boîte à gants. Et cette salle est vraiment incroyable. On va essayer de nous faire des images, mais c'est fou, tous ces casques. Avec le fameux plumeau, toutes tes combinaisons de chevalier. Et tous ces souvenirs, c'est dingue. C'est ça. Et en fait, cette salle-là, c'est ça. C'est mes trophées, mais c'est plus que mes trophées. C'est parce que aussi, c'est toutes les peintures de casque que j'ai perso, mes cuirs perso, et parfois, t'as des anecdotes, des photos avec GG, des photos avec l'un, l'autre,
et des trucs qui m'ont fait triper. Parfois, je repasse là, on me rend tous ces souvenirs. C'est toujours bon. Et puis ce qui est encore plus ironique en plus, c'est que c'est vraiment un donjon. Ça a la forme d'un donjon. Ouais. Pour un chevalier, Mais on est c'est totalement dans le thème. C'est ça. C'est même pas forcément fait exprès. Non, mais ça s'est fait comme ça. On fera un truc avec Roland et Don Quichotte, les parcours, ces chevaliers, ces châteaux. Il faudra qu'on fasse quelque chose. Ah oui, il y aurait vraiment un truc à faire, clairement. En tout cas, merci beaucoup Serge, c'était un plaisir. Et la prochaine fois qu'on se voit, ça sera sur moto. On va peut-être aller faire un petit peu de moto quand même, s'il fait pas trop mauvais. Ouais. Je sais pas, puis après nous on va reprendre la route et ça va être moins fun ça. Ça marche. Ça va être beaucoup moins fun. À bientôt Serge. Banzai. Ciao ciao.